Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Je suis Jérémy. Ce n'est pas la grande joie en ce moment pour Harry parce qu'il a été désigné comme 4e champion du tournoi, sans le vouloir. Et en plus de ça, personne ne le croit quand il dit qu'il n'a pas mis son nom dans la coupe. Son meilleur ami, Ron y compris, ce qui l'isole encore plus. D'autant que la première tâche arrive à grands pas parce que si c'est dur de supporter le monde qui l'entoure à Poudlard, ça risque d'être encore plus difficile pour Harry de s'en sortir pendant les épreuves du tournoi. Et dans ce chapitre, on risque d'en savoir un peu plus sur ce qu'attendent les champions pour le début de la compétition. Bon, vous l'aurez compris, Harry a besoin de nos encouragements, donc plus on est, mieux c'est. C'est pourquoi on est accompagné sur cet épisode par notre auditrice Tiffany. Salut Tiffany, comment tu vas ? Salut Marina, salut Jérémy, je vais très bien, et vous ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci, on est ravis de t'avoir. Tiffany, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices ? Je crois que tu as un point en commun dans ta vie de moldu avec Marina, parce que tu es dans le droit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je suis juriste dans une association de défense des animaux, du coup, depuis quelques mois, et voilà, pour ma vie de moldu, ça se passe très bien. Ça risque d'être intéressant. C'est un beau métier. Ouais, ça risque d'être intéressant Ouais. pour les sujets qui nous animent sur ce chapitre, parce qu'on va parler notamment du traitement des dragons. Et c'est l'after show qu'on propose d'ailleurs pour les Patronus sur le Patreon. On va pas forcément très détailler notre discussion sur les dragons pendant le chapitre parce que tout simplement on va poursuivre la discussion en after show. Mais ça va être intéressant d'avoir ton point de vue effectivement par rapport à ton travail. Et toi, par rapport en tant que fan, quand est-ce que tu as découvert Harry Potter et c'est quoi la place que ça a dans ta vie d'adulte aujourd'hui ? Alors, j'ai découvert Harry Potter, un peu comme tout le monde, assez jeune. On m'avait offert le premier tome que j'ai lu un chapitre, j'ai un peu décroché, puis j'ai vu les films au cinéma que j'ai adoré, le premier et le deuxième film, et puis là je me suis remis à la lecture des Harry Potter qui étaient sortis, et puis après j'ai attendu les sorties des autres livres avec impatience, et du coup, voilà, on se les passait, ma tante les achetait, elle les passait à ma mère qui se dépêchait de les lire pour que je puisse les lire derrière. Enfin, voilà, on les lisait assez rapidement, et du coup, donc ça, voilà, j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai vraiment toujours aimé cet univers qui est assez réconfortant, je trouve. Je fais des lectures, des relectures quasiment tous les ans. Alors maintenant, j'essaye de réduire et faire tous les 2 ans pour pas trop me lasser non plus. J'avais fait un moment, pendant le lycée, je pense, j'avais un petit peu décroché par rapport à Harry Potter, et puis, après sur mes études supérieures, c'est revenu un petit peu à la mode, on va dire, et puis il y a eu tout ce côté où on l'associe à un aspect assez cocooning et tout ça, c'est un univers assez réconfortant, et au final, à chaque fois que je me fais des relectures, c'est toujours un plaisir de lire ces livres, parce que voilà, c'est c'est des bons moments, à chaque fois, et à chaque fois, je prends toujours autant de plaisir à les relire, et puis voilà. C'est souvent qu'on décroche à la période du lycée. Moi, j'ai décroché un peu à la période Mmh. du lycée, par exemple. J'ai l'impression Ouais. qu'on est pas mal à avoir eu cette période de creux. Est-ce que c'est parce Bah, qu'au je pense. lycée, on se découvre pas Mmh. une nouvelle personnalité, mais on se cherche un peu et on essaye des nouvelles choses. Et donc Harry Oui, et Potter, on le met un peu de puis côté. je pense que c'était aussi, peut-être aussi un peu la honte de dire que qu'on était fan d'Harry Potter. C'est Mmh. souvent, on l'associe à tort à un univers assez enfantin, alors que, et du coup au lycée, c'est pas forcément l'image qu'on veut renvoyer de nous, Mmh. le côté un petit peu enfantin, je crois à la magie, tout ça, tout ça. Mais ouais, du coup, je pense qu'on a tous un petit peu décroché à ce moment-là, et puis je pense que ça correspond aussi à la période où il y avait plus grand chose qui sortait. Enfin, il y avait plus de nouveaux livres. Le dernier film, je sais pas en quelle année il est sorti, mais je pense que C'est ça correspond à 2011. cette période. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, c'est ça, ça correspondait aussi à une période de creux. Enfin, je sais pas exactement quel âge t'as, mais en tout cas, nous, avec Marina, c'était ça, hein. C'est vrai que j'étais beaucoup plus fan au collège qu'au lycée. Et puis, peut-être aussi à l'adolescence, au lycée, c'est là où on développe peut-être aussi d'autres passions, on s'intéresse pour d'autres choses.
Donc effectivement, je pense que ouais, c'est un point commun, hein, des gens de cette génération qui est la nôtre. Effectivement, Mm. ça revient souvent. Et puis moi, ça s'est réveillé un peu après, en fait. Ça s'est réveillé ouais, un peu avant justement le retour avec l'enfant maudit et les animaux fantastiques. À ce moment-là, justement, ça arrivait bien parce que j'étais hyper nostalgique en fait du fan que j'avais été un peu plus jeune. Et le fandom se relançait avec ces différentes sorties. Mais ouais, j'ai connu aussi cette période de creux. Mm. Donc, par rapport à ce que tu dis, t'as l'air beaucoup plus proche des livres quand même que des films, parce que tu parles beaucoup des lectures, Euh, un peu moins des films. oui, oui, enfin, forcément, forcément, c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, je préfère les livres parce qu'il y a beaucoup plus de détails, en fait. Donc, c'est toujours ultra agréable de les relire et de redécouvrir tous ces petits détails. Après, les films, je les aime bien aussi. J'ai été très déçue quand ils sont sortis à partir du quatrième parce qu'il n'y avait pas autant de détails que dans les films. Donc voilà, à chaque fois, je pensais plus à tout ce qui n'avait pas été retranscrit au cinéma et j'étais déçue. Et maintenant, j'apprends à les redécouvrir et à les apprécier tels qu'ils sont, parce que ça reste quand même des très beaux films. L'univers est très beau, en fait. Et puis bon, bah, les acteurs, on s'y habitue aussi, on les apprécie, on les voit grandir. Donc, de base, je pense que j'étais déçue quand je les voyais, mais après, au final, ils sont pas si mal et en tout cas, on fait avec, quoi. Et puis, bah, on verra ce que la série va donner, du coup, quand La fameuse la série. nouvelle série, on verra bien. J'espère que Je sais pas vous, mais j'ai l'impression j'a que elle existera jamais, cette série. Enfin, on est dans une période trop bizarre C'est où tellement abstrait. ils l'ont mmh, annoncé et en même temps, il se passe rien. Et alors, est-ce qu'il se passe rien parce qu'ils protègent beaucoup la préparation Je pense qu'il se passe beaucoup. S'il se passe des choses, on ne le saura pas de toute façon. hmm, Et peut-être qu'ils préfèrent mmh, garder, il y ouais. a plein de phases qui sont cachées au grand public parce que bah, c'est des phases de là où ils doivent rechercher des scénaristes, des phases de Ouais. casting, de choses comme ça. Bah, le truc, c'est que le Ils l'ont casting. annoncé trop tôt, en fait. C'est ça le problème. Je mmh, sais pas, mais en tout cas, le casting, c'est sûr que ça va se savoir. Parce que mmh, généralement, enfin, je sais pas, sauf si vraiment ils cassent que des enfants qui ont déjà tourné dans des films et tout, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense qu'ils vont être obligés quand même, et ça serait très très bien qu'ils le fassent, de recruter en fait des nouveaux acteurs et de faire des castings à grande échelle. C'est ce qu'ils avaient fait pour Harry Potter, même si au final, Daniel Radcliffe par exemple avait été déjà acteur, mais Rupert Grint l'était pas, Emma Watson l'était pas non plus. Il y a beaucoup de jeunes acteurs comme ça. Enfin, du coup, on était au courant de ça parce que forcément, ils font des appels publics. Enfin, pour moi, ça sera vraiment le feu vert de me dire, tiens, ça va vraiment exister parce que le casting commence. Parce que là, pour le moment, il se passe pas grand-chose, mais bon. ouais, c'est ça. Puis il y a eu des petites rumeurs un petit peu, mais en fait, les rumeurs étaient fondées sur rien, Ouais. comme quoi ils avaient déjà casté une Hermione qui serait potentiellement, personne de couleur. Enfin, il y a eu des rumeurs comme ça, mais alors que je pense que c'est fondé sur rien du tout pour le coup, et qu'ils ont pas encore choisi, les acteurs. Donc, Mm. bon, on attend, on verra et puis j'espère juste que bah, qu'on sera pas déçus. Après, je pense qu'on est tellement attaché aux personnages qu'on connaît, avec les acteurs qu'on connaît, que forcément, ça va être compliqué Ça va être pour les compliqué, hein. gens de, de notre génération qui ont grandi justement avec les autres acteurs. Mais après, on a tellement plus rien sur Harry Potter, bon, à part les animaux fantastiques, mais que je n'aime pas plus que ça. Ah, Donc, puis c'est je trouve qu'il priori y a un terminé. gros creux. Donc bon, on verra bien. Après, HBO, si vous avez des petits Mm. doutes et tout, encore, n'hésitez pas à nous appeler à la fréquence. On en a déjà parlé, mais on a d'autres idées de séries sur l'univers d'Harry Potter. Donc n'hésitez pas, faites la série Les Maraudeurs. Ouais. Allez. Bon, allez, on se plonge ensemble avec Tiffany dans ce nouveau chapitre dans lequel nous attendent une sortie à Préolard, quelques dragons et des révélations sur un certain Karkaroff. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 19. Le Magyar à pointe. Nous retrouvons Harry qui se sent plus léger à l'idée de pouvoir parler à son parrain face à face, même si un monstre se terre derrière lui. La première tâche,
Il n'a jamais ressenti un tel stress, même pas avant un match de Quidditch. Il n'arrive même plus à envisager son avenir tant il pense que cette première tâche marquera la fin de sa jeune vie. Bien qu'il ne voit pas comment Sirius peut l'aider à survivre à cette première épreuve, il lui a bien confirmé leur rendez-vous dans 15 jours. Hermione l'aide à échafauder des plans pour faire partir les derniers traînards dans la salle commune. Des pompes à bouse pourraient même être impliquées en cas de dernier recours. Je me suis demandé un truc sur l'angoisse et le stress de Harry, parce que il le vit très mal, l'arrivée imminente de cette première épreuve, mais je me suis dit, il a quand même connu pire, non? Enfin, on a l'impression d'avoir le point de vue d'un Harry qui a jamais rien connu de dangereux avant, alors Oui, mais il que... savait pas que quelque chose de dangereux allait lui arriver. Alors que là, il y a une date. Tu vois ce que je veux dire? Il sait que ça va arriver parce que tout ce qui lui est arrivé au cours des 3 premières années, c'était un peu une surprise entre guillemets. Il savait pas du tout que ça allait arriver. Bah, par exemple, je trouve ça plus stressant de me dire vas-y, je vais plonger dans l'entrée de la chambre des secrets que je vais faire une épreuve du tournoi des 3 sorciers, même si j'ai pas choisi, mais je vais la faire devant l'école entière. Oui, mais il Après, savait je sais pas pas. qu'il allait la faire, tu vois. Pendant une année, il Ouais, a il pas a pensé à ça. improvisé, tu veux dire? Alors que, voilà, c'est ça. Mm. Alors que là, il y a une date à la première épreuve. C'est un peu comme si on redoute un examen au Mm. final. Enfin, on a 15 jours pour se préparer. On redoute l'arrivée imminente de la date et puis on cogite et on imagine le pire, quoi. Alors qu'effectivement, quand il s'est plongé dans la chambre des secrets, au final, il l'a fait, enfin, il l'a décidé le jour même, quoi. Ouais, Donc il c'est n'a pas ça. trop eu le temps d'appréhender la chose. Et puis aussi, je pense qu'il y a ce côté où il sait que les champions sont censés être des personnes majeures. Enfin, c'est des tâches qui sont adaptées à des sorciers qui maîtrisent beaucoup la magie. Et du coup, je pense qu'il se sent aussi un petit peu dépassé par ça parce que lui, au final, c'est pas le plus grand sorcier non plus, c'est pas le plus assidu en cours, c'est pas ça le mot que je cherche, mais le plus studieux. Enfin, il connaît pas grand-chose, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui le dépasse, et puis l'inconnu, quoi. Enfin, quand il est allé dans la chambre des secrets, bon, il savait qu'il y avait probablement un gros serpent qui l'attendait. Là, il sait pas. Ouais, puis je crois que c'est quelque chose qu'il dit quand il va être, entre guillemets, prof de l'armée de Dumbledore. Il va insister sur ce point, comme quoi il a improvisé et la grande majorité du temps, il savait pas ce qu'il faisait. En fait, effectivement, qu'il y avait rien de préparé et que, en fait, le danger est là, on n'est jamais préparé à ça et en fait, on fait de son mieux par un instinct de survie et des réflexes. Et c'est vrai que Harry est fort pour ça. En fait, il est fort dans son instinct et dans, voilà, quand il faut sauver sa peau à ce moment-là, en fait, il va prendre les bonnes décisions. Mais ouais, comme tu le dis, Tiffany, c'est vrai que peut-être que le format tournoi des 3 sorciers avec une épreuve à préparer, avec une date d'échéance, bah, c'est pas son truc, quoi. C'est comme rendre des devoirs. Harry, il est pas bon pour ça, il est pas scolaire. Ouais, et du coup, ce format du tournoi des 3 sorciers, ça lui correspond pas super. C'est ça, et toute la lecture du chapitre, en fait, on voit, il stresse, Ouais. et les jours se rapprochent. Enfin, vraiment, ça ressemble beaucoup, ouais, à un examen imminent, il va en faire des cauchemars. Enfin, c'est vraiment, le stress de l'inconnu et de savoir qu'il y a cette date d'échéance et qu'on peut rien y faire et que dans tous les cas, il devra, affronter quelque chose, dans Puis, 15 jours. puis je crois que ce qui lui plaît pas du tout, c'est de le faire devant toute l'école aussi. Il y a ce Mmh. truc-là, et là on revient encore au thème de l'adolescence qui traverse vraiment, enfin qui est un des thèmes dominants de la coupe de feu, parce que à cet âge-là, t'as peur de la honte, quoi. C'est une vraie phobie. Enfin moi je l'avais en fait, cette peur de la honte, t'as peur d'être affiché devant tout le monde, et je trouve qu'on la ressent bien en fait quand on est dans la tête de Harry dans ces moments-là, Mmh. quoi. Je pense qu'il a pas envie de se donner en spectacle devant l'école entière, quoi. En tout cas, au stress de la première tâche s'ajoute le stress de la vie quotidienne au château. Parce que sa qualité s'est bien dégradée depuis l'annonce en tant que champion et l'arrivée de Rita Skeeter pour couvrir l'événement n'arrange rien. Elle a publié, malheureusement, son premier article sur le tournoi. Enfin, ça devait être un article sur le tournoi, mais elle l'a relégué au second plan pour mettre Harry en lumière. La photo d'Harry est le début de l'article en page 1 et continue en page 2, 6 et 7, à tel point que le nom des autres champions ne figure qu'à la fin, avec au passage de mauvaises orthographes des noms. Et Rita Skeeter a même été jusqu'à évincer Cédric.
Et comme si ça ne suffisait pas, l'article prête des propos à Harry qu'il n'a jamais tenus. Et là, ça revient à ce que tu dis, il a honte. Elle écrit, alors elle prête les propos suivants à Harry. Je pense que ma force me vient de mes parents. Je sais qu'ils seraient très fiers de moi s'ils pouvaient me voir maintenant. Oui, parfois, la nuit, il m'arrive encore de pleurer en pensant à eux. Je n'ai aucune honte à l'avouer. Je sais que je ne risque rien au cours de ce tournoi, car ils veillent sur moi. Et elle a même été jusqu'à remplacer ces en phrase sujet-verbe. Et pour couronner le tout, elle a même été jusqu'à interroger Colin Crivet, son plus grand fan. Harry a enfin trouvé l'amour à Poudlard, écrivait-elle. Colin Crivet, un de ses proches amis, nous a confié qu'on voit rarement Harry sans Hermione Granger, une jeune fille d'une beauté éblouissante, d'origine moldue, qui, tout comme Harry, est une des meilleures élèves de l'école. Il n'en faut pas moins pour les Serpentards pour s'emparer de ça, pour railler Harry, évidemment. Alors, au milieu des diverses brimages, genre tu veux des mouchoirs Potter pour pleurer, est-ce que t'es vraiment le meilleur élève, machin, quelqu'un interpelle Harry encore une fois. Donc là, à ce moment-là, il en a trop marre de toutes ces brimades et il décide à ce moment-là de répondre à la personne. Ouais, c'est ça, je n'arrête pas de pleurer depuis la mort de ma mère et d'ailleurs, je m'apprêtais à aller sangloter dans un coin histoire d'entretenir les bonnes habitudes. Mais ce n'est pas un Serpentard ou une autre personne mal intentionnée, c'est Cho. Le crush. Harry avait simplement laissé tomber sa plume. Donc le pauvre Harry rougit. Mais Cho, pas rancunière, souhaite quand même bonne chance pour mardi à Harry, jour de la première tâche. Ça va être horrible quand même d'être manipulé par la presse, quoi. Ça doit être vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et en plus, voilà, c'est dans la vraie vie. Ça arrive vraiment, ce genre de choses. Quelqu'un donne une interview et puis en fait, le ou la journaliste va te créer des citations, des choses que tu n'as jamais dit, qui peuvent ensuite être recitées par d'autres. Et je pense que c'est une façon pour J.K. de dénoncer ce journalisme frauduleux, quoi, par le personnage de Rita Skeeter, parce que des Rita Skeeter, il en existe dans la vraie vie, malheureusement. Il y a des bons et des mauvais journalistes, ça fait très clairement partie des très mauvais. Et en plus, c'est d'autant plus dommageable pour Harry parce que son meilleur ami lui fait la gueule précisément à cause de ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire que ça donne du grain à moudre encore plus pour Ron, quoi. Et d'ailleurs, je me suis demandé si Ron, quand il a eu l'article, est-ce qu'il a vraiment cru que Harry avait dit tout ça, quoi. Bah, après, Ron, il a cette jalousie envers Harry par rapport à Hermione. Enfin, je pense que ça commence un petit peu à se développer et tout. Donc, est-ce qu'au fond de lui, il y croit pas un petit peu, enfin, de manière un petit peu méchante, mais si ça se trouve, il y croit ou il se dit: «Oui, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à naître entre eux», on ne sait pas, vu que Ron reproche de toute façon cette célébrité à Harry. Je pense que là, il est un petit peu, il a des œillères et il va croire, ce qu'il veut croire. Après bon, je pense qu'il a quand même un petit peu de recul et qu'au fond de lui, il sait que c'est pas vrai, mais voilà, il y croit sûrement un petit peu et voilà. Et pour revenir au journalisme, j'ai pas été manipulée ni quoi que ce soit, mais c'était au moment des attentats de Paris, c'était 2015, je crois. Ouais. J'avais fait la marche républicaine, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais. Ou des marches dans toute la France pour rendre hommage aux victimes, etc. Novembre 2015. Ouais. Et j'avais participé à une de ces marches à Dijon et j'avais été interrogée par un journaliste du bien public à l'époque, avec photos à l'appui, etc. J'avais le journal local de Dijon, de Bourgogne. Enfin, de Bourgogne. Et j'avais une bougie et tout à la main. Et du coup, l'interview, elle a duré quand même 5-10 minutes, tu vois. Il m'a interrogée sur plusieurs choses. Et finalement, l'article, je n'étais qu'une citation. Il y avait un article sur la marche. Et moi, on a interrogé une jeune fille et voilà ce qu'elle dit. Et là, j'avais une phrase sur 5-10 minutes d'interview. Et du coup, ma phrase, hors contexte, en plus, je tenais une bougie au creux de ma main. Ça faisait vraiment la fille naïve qui dit vraiment une face naïve face à un événement dramatique. Et c'était quoi ta phrase, tu j'arrive plus à m'en souvenir, mais je l'avais vécu comme ça en disant mais je parais hyper naïve face à l'ampleur de l'événement dramatique en fait, et c'est fou parce qu'il m'avait interrogé, il m'avait posé 1000 questions pour une phrase en fait. C'est incroyable. Enfin voilà ma petite expérience.
Je suis du Ça, c'est côté souvent du bien. Ouais, c'est Le mal, c'est mal. c'est pas à ce point-là, mais un peu, quoi. Mais c'est souvent le problème des phrases sorties de leur contexte ou sur internet, on tombe sur des articles avec une phrase choc et puis après quand on clique dessus, au final, on se rend compte que non, que c'est toute une interview d'1 heure C'est et ça. encore quand on peut accéder à cette interview. Mais sinon, voilà, on peut prêter n'importe quel propos à n'importe qui. Si dans toute une conversation, C'est ça. je vais dire en rigolant, je sais pas, il faut tuer les enfants, je sais pas, dans un contexte, quoi, et qu'on sort juste cette phrase. Enfin, c'est dangereux le Ah, mais journalisme oui, de carrément. ce côté-là, quoi. Enfin, on peut vraiment faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est ça. Mais Et oui. avec les IA, maintenant, c'est encore pire. Ouais, et puis Rita Skeeter, elle représente bien ça. Par exemple, dans le chapitre précédent, elle le dit clairement à Harry, les lecteurs ont envie d'entendre que, en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour relater la réalité, elle est là pour donner ce que les lecteurs attendent de la Gazette du Sorcier. Et c'est là où je pense que la critique, elle est pertinente, parce que effectivement, on peut avoir ce genre ces deux pôles de journalisme, le journalisme éthique et puis le journaliste putaclic, en fait, qui va juste donner à manger au lecteur et puis surtout aller dans le sens de ce qui marche, aller dans le buzz, donc d'un côté, malheureusement, c'est vrai qu'il y a ce qui marche, ce qui crée le buzz, et puis de l'autre, parfois il y a la réalité un peu plus complexe, un peu plus nuancée et qui est peut-être un peu plus difficile à retranscrire aussi. Clairement, Rita Skeeter, elle a fait son choix, quoi. Ouais. Et ce que j'ai pas compris aussi à ce moment-là, c'est pourquoi elle parle pas de Krum au final, qui est quand même une grande star de Quidditch. Et ça pourrait plaire au lecteur aussi, ce côté de la star de Quidditch qui participe à un championnat d'école. Et je comprends pas pourquoi Krum passe tant en second plan, en fait. Mais elle va l'utiliser plus tard pour faire un trio amoureux. Oui, avec Et à ce Hermione. moment-là, ouais. Mais c'est vrai qu'elle s'y intéresse pas plus que ça. Ouais, c'est un peu étonnant. Elle aurait pu prendre cet axe-là aussi, quoi. Ah, mais je pense qu'Harry, il est plus local, entre guillemets. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être pour les lecteurs de la Gazette, Harry Potter, ça parle plus que Victor Krum. Mais c'est une bonne réflexion, c'est clair. Moi, je me suis demandé, Colin Crivet, d'où il dit ça. Parce que lui, pour le coup, je suis sûr qu'il a vraiment dit à Rita Skeeter. Bah ouais. Elle a dû, je sais pas, elle a dû le coincer dans un autre placard à balai et lui dire alors Harry Potter et tout. Oui, on le voit souvent avec Hermione. Oui, mais lui, il croit aussi qu'il est ami avec Harry. Oui. Enfin, il se prête une relation avec Harry qu'il n'y a pas vraiment. Et donc, je pense que voilà, il observe de loin, il voit qu'ils sont proches et il était tout content de rapporter ça à Rita Skeeter. Ouais, Harry, il a fui Rita Skeeter et comme la plupart des gens, ils veulent pas lui parler. Et peut-être que Colin, c'était l'inverse. Peut-être qu'il a saoulé Rita Skeeter et c'est elle qui a mis fin à l'interview. C'était son moment, en fait. Il pouvait enfin se faire passer pour l'ami proche de Harry Potter. Ouais. Et Hermione n'est pas en reste de remarques faites par les autres élèves. Mais elle a une faculté d'indifférence qu'Harry n'a pas. Même quand Pansy Parkinson se moque de son physique après la publication de l'article, Hermione a réussi quand même à l'ignorer. Et ça, c'est fort quand même. Hermione, elle est... Enfin, après, je me demande si c'est pas que J.K. Rowling, elle va pas creuser ce trait-là. Mais est-ce que c'est pas une carapace qu'Hermione se fait et finalement, quand elle se retrouve seule, elle ressasse un peu toutes les brimades qu'elle subit sur son physique. Tu veux dire qu'elle est forte en apparence, ouais, mais que ça la touche au fond d'elle? Je pense que ça la touche forcément. Elle paraît ignorée, mais au final, ça la touche. Bah, après, ouais, il y a sans doute de ça. Hein. Je me demande si c'est pas aussi un caractère qu'elle s'est forgé dans son enfance, dans son adolescence, parce qu'elle est sujette aux moqueries souvent, Hermione. La première de la classe, Madame Je sais tout. Et je pense qu'elle s'est créée une carapace assez blindée, en fait, pour que, c'est vrai, en apparence, ça l'affecte pas. Par contre, oui, je pense qu'à l'intérieur, au fond d'elle, ça lui fait peut-être mal, mais en tout cas, elle est moins transparente que Harry, par exemple. Harry, lui, il sait pas cacher. Très émotif. Ouais, lui, il sait pas cacher ses émotions. Ouais. Il est émotif, il est dans la démonstration tout de suite. Ouais.
Il a pas de sang-froid. Il a du mal à se contenir aussi. Ouais, il a pas de sang-froid. Quand la colère monte, il s'emporte. Et Hermione, elle est peut-être beaucoup plus dans le contrôle, ce qui est bien et pas bien, parce que elle ne rentre pas dans le jeu des Serpentards, par exemple, là, mais pas bien parce que peut-être aussi quand elle se retrouve toute seule dans son lit le soir, peut-être qu'elle est pas, tu vois, peut-être qu'elle ressasse beaucoup, quoi. Bah, je pense que oui, Hermione, ça doit la toucher. Enfin, on le voit bien dans le tome 1 quand elle entend Ron qui dit que personne pourrait être ami avec elle, ou je sais plus ce qu'il dit exactement, Ouais. mais on voit que ça la touche. Après, elle va pleurer dans les toilettes, mais C'est vrai qu'elle s'isole pour pleurer dans c'est les ça. toilettes seule. Ouais, c'est bien de Ouais, de je pense rappeler qu'elle cette veut scène. pas, elle veut pas montrer, mais c'est fort hein, d'avoir cette personnalité-là, mais quand même derrière, elle reste touchée par ce qu'on peut dire sur elle. Après, là, ça vient des Serpentards, elle sait que tout ce qui sort de leur bouche n'est pas forcément très intelligent, en tout cas dans les romans de J.K. Rowling. Donc je pense qu'aussi elle adapte en fonction des gens qui disent des méchancetés, et peut-être que ça l'avait plus touchée du côté de Ron qui disait quelque chose sur elle, parce que Ron n'a pas une personnalité méchante, alors que là, Pansy Parkinson, bon, elle est dépeinte à chaque fois comme une peste, hein, concrètement. Donc quelque chose qui vient d'elle, pas forcément la chose la plus importante du monde. Parce qu'il faut pas oublier que Hermione, elle s'en prend plein la tête, quoi. Tout le truc du Sandbourg dans la chambre des secrets, c'était pour sa pomme, quoi. Parce que c'est elle, l'année moldue du trio. Par Rogue aussi, elle Ouais. en prend plein la tête à chaque fois, Miss Je sais tout. Attends, dans le chapitre Enfin, précédent, on va pas y revenir, mais la remarque de Rogue sur les dents d'Hermione, mais c'est terrible. Et effectivement, je pense qu'elle s'est blindée. Elle a su se blinder. Par contre, peut-être qu'elle continue de pleurer toute seule dans des toilettes de temps en temps. Peut-être qu'elle est pas aussi forte qu'elle n'en a l'air. Mais en tout cas, c'est quand même un trait de caractère qu'elle a, de pas s'emporter, de pas rentrer dans le piège des autres. Et ça, elle est forte pour ça, quoi. elle a compris que ça sert à rien de rentrer dans les discussions, Ouais. dans le jeu de ces discussions avec Serpentard, enfin, Ouais. ça pourrait rien apporter. Après, Harry, lui, il arrive de temps en temps à sortir une petite remarque bien placée, au Serpentard quand ils lui font des réflexions. Mais là, je pense que dans ce chapitre, il est clairement, saoulé par toutes les réflexions, et il arrive pas à avoir ce recul pour sortir une petite réplique, bien cinglante, Ouais. quand on lui sort ça. Harry, de son côté, espère encore que les choses s'arrangent avec Ron. Mais même après avoir été enfermés 2 heures dans le cachot pour leur retenue, les deux amis sont toujours en froid. Ron est convaincu plus que jamais, après la diffusion de l'article, qu'Harry a cherché à se faire un peu de pub. Ça, j'arrive pas à comprendre Ron dans ce chapitre. En fait, il est totalement aveuglé par la jalousie. Ça fait la 4e année qu'il est ami avec Harry. Quand tu passes tous les jours avec une même personne, ils se sont sûrement confiés. Comment il peut croire qu'Harry a dit toutes ces choses dans l'article? Comment il a pu être champion de lui-même? Comment il pourrait vouloir se faire mousser par les autres alors qu'il le connaît depuis 3 années entières? Ils ont eu des épreuves hyper dures entre eux. Il a même été chez lui. Il a rencontré sa famille et tout. Comment il peut croire ça? C'est fou. Après, comme le dit Hermione dans le chapitre d'avant encore, elle dit il le croit pas vraiment. Et lui-même, Ron l'avouera en se réconciliant avec Harry. Ouais, je savais au fond de moi que t'avais pas mis ton nom dans la coupe. Mais, Oui, mais bon, comme tu dis, enfin, il est aveuglé par la jalousie. C'est-à-dire que, en fait, il est tellement jaloux à ce moment-là qu'il est plus rationnel, en fait. Et ouais, mais là, c'est vraiment de l'aveuglement. bah quoi. ouais, C'est ouais. grave. Non, mais c'est ça. Hein. Il saoule tout le monde à ce moment-là. Enfin, Mm. sur ce chapitre et le chapitre précédent, on comprend pas trop le comportement de Ron. Après, bon, faut pas oublier qu'ils ont 14 ans et que c'est l'adolescence et Ouais. que tous les sentiments sont un peu Mais multipliés, et je justement, pense que voilà. ça doit être quand même c'est une vraie amitié entre eux parce qu'il faut que l'amitié soit forte pour survivre à ce genre de dispute. Parce Ouais, mais c'est que des bonhommes aussi. C'est nous, entre bonhommes, on est comme ça, tu vois. Mais justement, je trouve que là, il a pas un comportement de bonhomme, parce que, enfin, souvent, on prête plus ce trait aux filles de s'embrouiller pendant longtemps et de se faire la gueule, et les garçons, souvent, une bonne petite bagarre et puis c'est bon, si on part sur les clichés. Et du coup, là, ils ont vraiment un comportement de non, je vais pas aller lui parler le premier, non. Ouais, Enfin, puis il y a un ça fait ego aussi. très. Ils ont Ouais, c'est énormément ça. d'ego. Il y Parce en a que, aucun ouais. qui veut revenir le premier, s'excuser, quoi. Enfin bon, après Harry, il a pas grand-chose
Ouais, non, clairement, Elle ça. s'est excusée, hein. Moi, Je comprends Harry, là. Ouais, je comprends Harry quand il dit c'est à lui de faire le premier pas parce que c'est pas moi qui vais m'excuser de son comportement, ça c'est clair. Donc là, c'est Ron qui est en tort. Et donc du coup, même les tentatives d'Hermione pour les rapprocher sont un échec. Chacun, comme tu viens de le dire, attend des excuses l'un de l'autre. Ils sont un peu en mode c'est lui qui a commencé, en fait c'est pas moi, donc c'est pas à moi de m'excuser. Harry va même dire jusqu'à Hermione que de toute façon cette situation ne le rend pas triste du tout. Mais bien entendu, on sait tous que c'est faux. La relation qu'il a avec Hermione, bien que ça soit sa meilleure amie, n'est pas du tout la même qu'avec Ron. Avec lui, il rit beaucoup et surtout, il passe beaucoup moins de temps à la bibliothèque. Et il en passe du temps avec Hermione à essayer de maîtriser le sortilège d'attraction sans succès. Et il y a Victor Krum aussi qui passe étrangement beaucoup de temps à la bibliothèque. Alors Harry, lui, pense surtout qu'il essaye de trouver un moyen d'accomplir la première tâche. On sait tous pourquoi il se rend beaucoup à la bibliothèque, ce petit coquin. En tout cas, cette situation ne plaît pas à Hermione. Trop de gloussements entourent Krum. Elle ne comprend pas cette fascination des filles autour de lui. Elle ne le trouve pas beau. Et selon elle, il n'aurait pas autant de succès s'il n'avait pas accompli la pente de Grosski. Donc évidemment, c'est la feinte de Vronsky. La feinte de quoi? Vronsky. Harry n'aime pas qu'on écorche les termes de Quidditch et Ron encore moins. Alors j'ai regardé comment c'était en VO. Ah. Je me suis dit, il y a pente de Grosski, Hermione, elle a été en France, est-ce qu'elle a fait un micmac français aussi en VO? Ouais. Et je suis déçue. C'est pas Wronski, c'est... En VO, c'est Wonky Faint Fink. Wonky Faint Thing. Ok, au lieu de Vronsky, elle dit Wonky. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle Wonky. dit c'est la Wonky Fante quelque chose. Ça doit avoir un sens Wonky, mais je sais pas. Ouais. Mais pour revenir vite fait sur la remarque d'Hermione, j'avais oublié qu'elle dit qu'elle le trouve pas beau. Ouais, si. C'est bizarre qu'elle dise ça. Il est même pas beau. C'est drôle qu'on voit. Au final, c'est bien en fait. Elle va se rapprocher de lui, pas pour le physique, plus pour ces longues conversations passionnantes. Je sais pas. Du coup, parce qu'elle le trouve pas beau, il parle pas beaucoup. Ouais. On se demande un peu pourquoi elle a accepté. Mais on sait quand Krum a remarqué Hermione. Je crois qu'il la remarque très vite. Hein. Ouais. On sait pas trop comment ça se passe. Il a vraiment eu un coup de foudre, quoi. Krum, il aime bien être seul à la bibliothèque et il en a trop marre des groupies qui le suivent partout. Effectivement, je pense qu'il a repéré Hermione assez rapidement, qui elle est dans son milieu naturel évidemment. Elle est dans sa bulle, Hermione. Elle est dans sa bulle et je pense que Krum, il est plus attiré par quelqu'un comme Hermione qui est un peu, ils ont un point en commun quoi, d'être des rats de bibliothèque. Et attends, parce que tu penses qu'il a la bibliothèque. Ouais, il le dit, il aime sa tranquillité quoi. Oui, mais moi je pense qu'il est beaucoup à la bibliothèque pour Hermione. Peut-être, ouais, mais mais au début, pas forcément. Mais je pense qu'il l'a rencontré à la bibliothèque parce qu'il y va naturellement, tu vois. Ah ouais, non, moi je pense qu'il l'a rencontré à la bibliothèque, tu vois, Hermione. Ah, mais je pense qu'il va beaucoup à la bibliothèque pour Hermione. Bah, peut-être, mais je pense. C'est même sûr. Après, même sans Hermione, je pense qu'il irait quand même, tu vois. Mais c'est même sûr qu'il passe son temps pour Hermione. Ouais. Ok. Ouais, donc à quel point il aime la bibliothèque, on sait pas trop, mais je pense que c'est plus il va quand Hermione que la bibliothèque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, comme on l'a déjà tous vécu, le temps semble défiler beaucoup plus vite lorsqu'on redoute la venue d'un événement. C'est horrible cette sensation. Et c'est ce qu'il se passe avec Harry pour la première tâche. Le samedi précédant ce fameux événement, tous les élèves à partir de la 3e année ont l'autorisation d'aller traîner à Préolard. Hermione réussit avec un peu de mal à convaincre Harry que cette sortie serait bon pour lui, mais hors de question qu'il rejoigne Ron et il y va sous sa cape d'invisibilité. Bon, pas confort pour Hermione qui déteste lui parler alors qu'il est invisible, logique. Mais Harry, lui, il est trop bien parce que personne ne lui lance de regards mauvais ou de mauvais mots. Alors qu'Hermione lui suggère de faire tomber un peu la cape, Rita Skeeter et son photographe sortent des 3 balais. Ils se sont installés au village, sûrement pour assister à la première tâche. Malgré l'insistance d'Hermione pour aller aux 3 balais sans cape, Harry se retrouve à s'y déplacer avec elle dans le pub.
Mais difficile d'être invisible lorsqu'on est dans un pub bonté, un pub. Ron est présent avec Fred, George et Lee Jordan et Harry résiste à l'envie de lui donner un bon coup derrière la tête. Et justement, à ce moment-là, je me demandais, c'est au moment de ma lecture, je me demandais, mais avec qui traîne Ron ? Parce que Harry, lui, avec Hermione, mais et Ron, il est avec qui ? Bon, bah, du coup, ça répond à ma question pour la sortie de Après Polar. Je crois que c'est dit aussi qu'il traîne avec Simus Seamus et tout, ouais. pendant les cours. Mais là, il est avec ses frères et Lee Jordan. Et je me demande, moi, ce qu'ils en pensent, eux. Fred, je me suis demandé aussi. George et Lee, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation et qu'est-ce qu'ils disent à Ron ? Parce que je les imagine mal être du côté de Ron, en fait. Alors, certes, ils sont persuadés qu'Harry a mis son nom à la coupe. Hein. Fred et George, ils l'écoutent pas, Harry, tu vois, quand il dit que c'est pas lui. Mais je sais pas s'ils en parlent en vrai, parce que est-ce qu'ils essayent de dire à Ron, mais écoute, parle à Harry, machin. Je sais pas, tu vois, si pas c'est dans les Fred discussions. et George, est-ce qu'ils sont pas là un peu, mais tu nous saoules avec tes histoires, va voir Harry, là, t'es trop chiant. Parce que c'est pas banal quand même, ils sont tout le temps ensemble, donc ça doit quand même choquer leur entourage, quoi, qu'ils soient pas ensemble, par exemple, après Polar, quoi. Ouais, ou peut-être qu'ils voient pas que c'est à ce point l'embrouille, enfin, peut-être qu'ils pensent juste que c'est une petite embrouille passagère, peut-être qu'ils voient pas l'ampleur du truc. Et pareil, je comprends pas trop parce qu'il y a Hermione du coup qui est toute seule à une table. Ron, il la voit forcément. Enfin, pourquoi il lui propose pas c'est pas faux de les rejoindre, enfin, ou même Ron de lui-même, il a vu qu'Hermione venait toute seule après Polar. Après, il se doute peut-être que Harry est sous la cape. Je vais lui proposer. Ouais, peut-être qu'il a déjà cette idée. Je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre du coup, parce que là, tous les amis sont séparés en fait, quasiment. Les groupes sont un peu perturbés. En plus, ça aurait pu faire une super scène de Ron qui vient voir Hermione parce qu'il pense qu'elle est seule et eux deux qui parlent du cas de Harry et Harry qui est sous la cape en mode mais arrêtez de parler de moi. Ouais, mais ils s'en doutent tellement. Connais Harry. Ouais, mais par contre, je pense que c'est crédible effectivement de penser que Ron se doute que Harry est sous la cape. C'est quand même un objet merveilleux, quoi. À ce moment-là, je me dis, j'aimerais tellement avoir une cape d'invisibilité aussi. Alors, j'ai pas les mêmes problèmes que Harry, loin de là, hein. Mais des fois, quand même, j'aimerais bien juste être là et, je sais pas, de voir sans être vu. Moi, j'adore ça. J'adore ça, quoi. Enfin, pour moi, j'aimerais bien tester. Mais l'idée que ce genre de choses existe dans notre société, contre, ça me fait peur. C'est pas rassurant. Oui, ça perturberait beaucoup. Malheureusement, on est dans une société où il faudrait se méfier des dérives. Dans Harry Potter, le monde est tout beau, mais nous, on saurait vite en faire une utilisation très douteuse, je pense. Mais Harry, le premier réflexe qu'il a quand il a la cape, c'est d'aller à la bibliothèque. Voilà, c'est un bon élève. Ouais. Par contre, pour revenir juste à la phrase sur le temps, moi, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué dans ce livre. Je la cite précisément. C'est « Par un étrange phénomène, plus on redoute un événement, plus le temps qui nous en sépare prend un malin plaisir à passer le plus rapidement possible, alors qu'on donnerait n'importe quoi pour qu'il ralentisse. » C'est tellement vrai, ça, quoi. Et ça m'a marqué, cette phrase. Mais je trouve que J.K. Rowling, depuis quelques chapitres, là, je remarque de plus en plus, c'est qu'elle est très bonne pour faire ressentir ce genre de choses. Elle décrit très bien ce genre de sensations, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on a tous ressenti. On s'identifie direct, en fait, à ce genre de phrase, quoi. C'est tellement D'où vrai. le succès d'Harry Potter aussi. C'est parce que chacun, par différents événements, on arrive à s'identifier à Harry Potter. Ouais. Ah oui, elle parle super bien. Je sais que dans le chapitre suivant aussi, quand il y aura la première tâche, enfin, elle arrive à décrire un sentiment enfin, on est tous stressés avec Harry avant la première tâche, quoi. Et là, il y a tout ce chapitre-là, il y a l'attente, l'échéance qui arrive de plus en plus vite. Et puis quand ça arrive, on est vraiment tous comme si on le vivait, quoi. Enfin, elle arrive vraiment à retranscrire ça. Et bah, c'est pour ça que ces livres sont si bien aussi. Hein. C'est très bien écrit. En tant que lecteur, on est tellement proche affectivement de ces personnages. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que c'est écrit à la troisième personne. C'est tout de suite plus immédiat et plus facile, j'ai envie de dire, comme effet. Quand c'est écrit à la première personne, on aurait pu imaginer Harry Potter écrit à la Twilight en mode journal intime de Harry, quoi.
ah, je trouve que le temps passe trop rapidement en ce moment. Voilà. Et je suis pas très fan enfin, je peux rentrer dans un livre qui est écrit à la première personne, mais je préfère ce style-là du narrateur omniscient et d'un narrateur qui est extrêmement proche de ses personnages et notamment de Harry parce qu'on est 99% du temps, on est dans le point de vue de Harry, sous le point de vue de Harry. Et je trouve ça brillant comment c'est écrit. Et elle est très forte, ouais, pour qu'on s'identifie au personnage, à Harry, forcément, par le narrateur, mais aussi aux autres, quoi. Harry réussit à se tordre jusqu'à une table vide et Hermione le rejoint quelques instants plus tard et lui glisse une bière au beurre sous sa cape. Hermione se sent bête de paraître seule à cette table, mais elle a pensé emmener quelques trucs à faire. Elle sort un carnet où en haut d'une page se trouve le nom d'Harry et de Ron. Harry se souvient bien du jour où elle l'a nommé d'office secrétaire et trésorier de la SALE. Alors qu'Hermione pense qu'elle doit peut-être demander aux habitants du village d'adhérer à son association, après avoir bu une gorgée de bière au beurre, Harry lui demande quand est-ce qu'elle va arrêter avec cette histoire de SALE. Mais justement, elle ne compte pas s'arrêter là. C'est justement le temps de mener des actions concrètes, parce que les elfes n'ont toujours pas obtenu des salaires et des conditions de travail convenables. Elle souhaite même savoir comment accéder aux cuisines. Mais bon, ça, c'est du domaine de Fred et George. Et pendant ce temps-là aussi, Harry se demande ce que ressentent les autres champions. Alors qu'Harry pense à la rencontre avec son parrain, Hermione lui montre Hagrid à l'intérieur du pub. Il est accompagné de Maugrey. Un Maugrey qui déplaît fortement à Madame Rosmerta, puisqu'il lui fait le déshonneur de boire à sa flasque au lieu de boire son délicieux hydromel. Lors d'un cours, Maugrey leur avait expliqué qu'il prépare tout ce qu'il mange et boit car il a peur de l'empoisonnement. Alors que les deux hommes se préparent à partir, Harry les interpelle par un signe de la main avant de se rappeler qu'il est sous la cape d'invisibilité. Donc normalement, personne ne peut les voir. Mais Maugrey s'immobilise en tournant son œil magique du côté d'Harry. Alors il murmure quelque chose à l'oreille d'Hagrid et les deux se dirigent vers la table d'Hermione. Maugrey murmure « Une très belle cape, Potter ». Et oui, l'œil de Maugrey lui permet de voir à travers les capes d'invisibilité. Et à travers les vêtements aussi. Soit disant. Hagrid sourit à Harry même s'il ne peut pas le voir et à son tour lui murmure de venir le voir dans sa cabane le soir même. Harry dit à Hermione ce qu'Hagrid vient de lui demander et elle, Hermione, a peur que ça les mette en retard pour voir Sirius. Un peu bizarre la demande de Hagrid. Oui. Et Je me suis fait la même réflexion. À minuit, rejoins-moi. À minuit, Harry, tu viens dans ma petite cabane. Allez. Ouais, c'est un contexte c'est un peu bizarre. C'est ça, bon. Et emmène ta cape d'invisibilité. C'est ça. Et du coup, cette scène, elle est assez différente des films au final, où c'est Hermione qui passe un message à Harry avec toute cette histoire de Simus a dit à Dan que ce qui est pas mal, je sais plus qui lui a dit. Cette scène, elle est assez rigolote, je trouve, dans les films. C'était une bonne idée et un peu moins bizarre qu'une proposition douteuse de Hagrid qui donne rendez-vous à Harry à minuit. Mais si mes souvenirs sont bons dans le film, on a l'impression qu'Hermione passe plus de temps avec Ron et qu'Harry est tout seul dans les films. On a l'impression de ça. Ouais, surtout à ce moment-là, justement, elle est avec Ron, et puis on a l'impression un petit peu qu'elle est saoulée, même par Harry ou quoi, qu'elle est plus oui, c'est bizarre, ça, du côté de Ron, mais elle le suit plus, quoi, alors que là... Parce qu'Harry, il est avec Neville, par exemple, dans cette scène. Oui, qui arrangera pour la suite aussi, quoi. Par rapport au film. Mais en fait, dans le livre, ça met un peu plus l'accent sur Maugrey Folleuil et donc Barty Junior, parce que là, on voit bien qu'il est acteur direct du rendez-vous avec Hagrid et donc de la révélation de Harry, des dragons. Donc en fait, avec le recul, c'est évident qu'il est en train de guider Harry vers la première tâche pour savoir en avance, etc., pour qu'il soit au courant. Alors que le film, la scène est bien, mais du coup, c'est vrai qu'on perd un peu plus le truc de... En fait, c'est Maugrey qui manipule tout le monde. Parce que c'est comme dit, je crois que dans le film, je crois que c'est lui qui a dit à la base à Sirius. Enfin, du coup, ça en rajoute une couche à la fin de cette histoire qui n'a ni queue ni tête. Mais la scène est bien avec Hermione qui dit « I'm not an owl !» Je suis pas un hibou, ça marche bien. Cette scène, elle est vraiment pas mal.
Mais oui, après, Maugré, enfin, je crois qu'à la fin, il le dit que c'est lui qui a convaincu Hagrid de montrer les Mm. dragons parce que de base, il y avait pas forcément, pensé, enfin, ou peut-être qu'il se disait qu'il avait pas le droit, enfin Mm, mm. et là, on le voit et sûrement là, ce qui lui glisse à l'oreille, quand il l'aperçoit au loin, c'est déjà qu'il y a Harry, mais il lui dit, «Ah bah, il faudrait lui montrer les dragons», Mm, mm. donc Ouais. donc voilà, il commence C'est plus déjà à évident. Tout de passer suite, ses c'est plombs. plus évident quand on Ouais. sait ce qui se passe. Ouais. Oui, bah, c'est ce livre, c'est je crois que vous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que quand on le relit, on réanalyse, Mm, mm. toutes les actions de Mm. Maugré, enfin, En mais fait, on alors voit que qu'il est là. On l'a peut-être oublié, mais c'est il est ça, là, quoi. Ouais. il est là à chaque fois, quoi. Mm. C'est impressionnant. Malgré tout, à 11h30, Harry met sa cape d'invisibilité et passe discrètement devant les frères Crivet qui essayent de transformer les badges Vive Cédric Diggory en Vive Harry Potter. Mais pour le moment, ils ne réussissent qu'à les laisser bloquer sur Abba Potter. Hermione le rejoint et tous deux se glissent par l'ouverture du tableau de la grosse dame. Il fait nuit noire lorsque Harry se rend discrètement à la cabane de Hagrid en passant à côté du carrosse de Beauxbatons. Harry frappe et Hagrid lui ouvre, puis il lui dit qu'il a quelque chose à lui montrer. Ça me rappelle ce qu'on a dit. Viens dans ma cabane à minuit, j'ai quelque chose à te montrer. Harry remarque Non tout... mais en plus, il l'a invité quand il était au pub. Oui, Donc on sait, et c'est dit qu'Hagrid, il a tout le temps une grosse chope devant lui, donc il est peut-être pas tout frais non plus. Avec sa grosse haleine, il fait Harry dans ma cabane. Harry, là, je suis bien là. Donc tu vas venir à minuit, je vais te montrer quelque chose. Non mais, comme on a dit en début d'épisode, le contexte est important. Ouais, le contexte c'est C'est important. ça. Ouais, enfin là, Hagrid est juste, bizarre, tout le long, hein. Puis pareil, il lui dit: «Viens, faut que je te montre un truc», mais il précise pas plus, quoi, donc enfin, Ouais. il pourrait lâcher des petits mots, déjà, Mais oui. «On va voir madame Maxime, je vais te montrer un truc, dans les bois, suis-moi bien jusqu'au bout», C'est ça, enfin c'est voilà, pire, quoi. ça. Au lieu de dire juste, «Suis-moi», Bah, c'est Je vrai vais te montrer des bonbons. un lecteur qui commence par la coupe de feu et qui connaît pas trop Hagrid et qui dit ça pourrait se poser des questions. Ouais, ça va qu'on connaît Hagrid Oui. et que ça va, on n'a pas trop de doutes, mais il est spécial quand même dans Mais ses encore une propos. fois, c'est bizarre si on était parents d'Harry, Ron ou encore Hermione. Je sais pas si j'aimerais savoir que mon enfant aille très souvent dans la cabane du garde-chasse passer l'après-midi. Ouais, C'est ça. parce qu'avec le Ouais. temps, ah ouais, c'est bizarre, mais avec le temps en vieillissant, je me mets du côté si j'étais parent de. Après Harry, il a pas de problème, il a pas de parents. Horrible. T'es un serpentard, toi. Après, eux, ils sont dans leur monde de sorciers. Nous, on lit le livre avec, notre monde actuel et tous les vices qu'il peut y avoir dans ce monde. Eux, le monde sorcier, on n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces choses, assez bizarres, Oui, qui peuvent non. se passer entre des adultes et des enfants, tout ça, Ouais, après, donc les sorciers restent je des pense qu'il y a humains. pas du tout ça. Ouais, mais on Désolée n'a de pas casser la l'impression magie. que enfin, en tout cas, je préfère imaginer ce monde, sans tout ça. Ah ouais, Euh, si seulement un monde comme ça existait. Bah, en tout cas, il y a un truc Ouais. qui est sûr, c'est qu'on parle souvent, et c'est aussi un des intérêts du podcast, c'est notre lecture par notre point de vue d'adulte aujourd'hui. Mais quand j'avais 11 ans, parce que j'avais 11 ans la première fois que j'ai lu La Coupe de Feu, j'ai pas vu un Ah oui. truc bizarre en fait dans Ah cette voilà, dans cette scène. Je me suis dit ah ouais cool Hagrid et tout machin. Tu vois, j'ai une espèce de naïveté comme à voilà. Mais c'est intéressant justement par notre regard d'adulte hors contexte. Encore une fois, c'est important Et de le peut-être que préciser, c'est bizarre. si un jour on devient parent, on aura encore une autre Ouais. lecture de l'histoire encore. Faudra que vous refassiez le podcast. Et si un jour on devient encore dragon, on aura encore une autre lecture. on peut avoir plein de lectures différentes. Ouais. En tout cas, Harry remarque tout de suite que Hagrid s'est à nouveau apprêté en portant cette fois une fleur en guise de boutonnière. Quel gentleman ce Hagrid dans le tome 4 quand même. Un gros tournesol dans le film. Ouais, Trop moche. BG quoi. Hagrid emmène Harry à l'extérieur et Harry a peur qu'il le guide vers une créature dangereuse comme il en a l'habitude. Mais le garde-chasse se rend en réalité devant le carrosse de Beauxbatons et il frappe à la porte. Madame Maxime l'accueille poliment, apparemment ravie qu'il soit à l'heure pour leur petit rendez-vous. Hagrid offre son bras et tous deux se dirigent vers la forêt interdite tandis que Harry et ses petites jambes peinent à les suivre sous la cape. Madame Maxime demande à Hagrid où est-ce qu'il l'emmène, mais il continue de jouer le mystère en répondant que ça va lui plaire mais que ça doit rester un secret.
C'est vrai qu'il y a un truc cringe qui continue quand même. Il est très bizarre, ouais. Trop bizarre Hagrid dans le chapitre. Mais c'est surtout qu'il est méga stressé, en fait. Il est méga stressé de rejoindre Madame Maxime. Oui, et de lui montrer les dragons et tout. Oui, il est excité. Parce que pour lui, c'est comme un date, en fait. Il s'est fait les beaux et tout, il est trop nerveux. Puis c'est la soirée de sa vie, là, entre Madame Maxime, les dragons, enfin, il y a tout ce qu'il aime qui est réuni. Je pense que c'est vraiment... il est tout stressé par cette soirée, quoi. Mais avec Harry derrière qui observe, quoi. C'est très bizarre. Je serais pas bien à la place de Harry, quoi. Harry doit se poser pas mal de questions hein, tout le long. Ouais, je serais pas bien à sa place parce que je suis en train de les suivre, il fait nuit, ils se dirigent vers la forêt, c'est un date entre eux. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Cours d'anatomie humaine. SVT. C'est pour ça ce que je disais. Pourquoi Hagrid lui a pas dit juste à Harry, par contre, mets ta cape d'invisibilité parce qu'on va voir Madame Maxime, mais t'inquiète pas, c'est pas ça que tu vas voir, quoi. Oui. Enfin, il aurait pu un petit peu préciser parce que du coup derrière, je comprends que Harry veuille faire demi-tour, quoi, parce qu'à un moment. Ouais, là, c'est limite, si tu te poses des questions, ça prend une autre dimension à ce moment-là. Totalement. En fait, il l'a appelé pour être témoin de quelque chose. Enfin, bref. Tu diras bien à tout le monde qu'on a fait crac-crac dans la forêt. Que j'ai bien pécho. C'est horrible. Oui, j'ai dit ce que vous pensiez tout bas. Je l'ai dit tout haut. Le temps coule et Harry est bientôt prêt à faire demi-tour parce que entre rater la surprise de Hagrid et le rendez-vous de Sirius, son choix est vite fait. Mais bientôt, il entend des cris et des rugissements au cœur de la forêt. Harry se rapproche, tout comme Hagrid et Madame Maxime, puis il les voit. Des dragons. 4 énormes dragons dans un enclos, entourés d'une trentaine de sorciers. Ces derniers tentent de maîtriser les dragons par des sangles attachées à leurs pattes et à leurs coups. C'est un peu horrible, non, quand même. Par exemple, en citation, il y a « La créature produisait un bruit horrible, un hurlement aigu, lugubre. » Terrible, quoi. Non, mais c'est de la maltraitance animale. Totalement. Et puis, non, et en plus, ils parlent, justement, quand j'ai relu le chapitre, ils disent qu'ils ont les yeux écarquillés par la peur ou la rage. Enfin, et sûrement la peur, quoi. Enfin, les dragons là ils sont dans des conditions horribles et puis du coup après ils vont dire ils les ont emmenés avec une potion du sommeil. Ils se réveillent là dans un lieu qu'ils connaissent pas, ils sont sanglés de partout, ils se reçoivent des sorts, ils sont accrochés, enfin vraiment là ils sont pas top sur la protection animale, hein, clairement, mais bon. Je pense qu'on va en discuter. C'est ça en after show, mais les sorciers et la protection animale, c'est un peu compliqué. Ce qui est d'autant plus horrible, c'est que là, pour ces dragons-là, on va apprendre que un peu plus tard par Charlie que c'est des dragons et que je pense qu'effectivement, comme tu le dis, Tiffany, elles sont stressées de se réveiller là, d'être sanglées. Et surtout, sanglées. On va leur voler leur œuf. Et en fait, elles n'ont pas leur bébé, elles n'ont pas leurs œufs de dragon, en fait. Oui, ils les apportent après, je crois, dans le chapitre. Mais donc, du coup, oui, elles sont paniquées. Là. En fait, ils créent la peur et la rage pour la première tâche. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une épreuve de tournoi de sorciers de maltraiter 4 dragons de cette manière? Je suis pas sûr. Non, et puis avec tout ce qu'ils peuvent créer et tout, je pense qu'ils pouvaient créer des dragons faux. Enfin, s'ils voulaient absolument des dragons. Ouais. Ou même créer autre chose, quoi. Peut-être, ou autre chose, voilà, c'est ça. Mais pas recourir à des créatures fantastiques comme des dragons, quoi. Et voilà, ça met en parallèle, nous, nos cirques humains, pour le spectacle, on dresse des animaux, on les maltraite pour le plaisir des yeux des gens, quoi. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, parce qu'on a déjà reçu pas mal de messages à propos de ça, pour ceux qui n'aiment pas quand on parle de la défense des droits des animaux, comme quoi on a trop d'empathie envers les créatures magiques, vous pouvez quitter l'épisode dès maintenant, parce que on va pas arrêter de parler de ça. Oh, drop the mic. Hey, je vous banne tous. Ah, mais ça, j'assume. Je suis très empathique envers les animaux, même les créatures magiques, mais... Non, puis quand même, dans la description, comme je le disais, bruit horrible, hurlement aigu, lugubre. Enfin, j'ai l'impression que c'est fait pour qu'on prenne en empathie quand même ces dragons, quoi. Enfin, ça rend pas bien la description qu'on a fait. Alors même si les personnages n'en parlent pas, on peut quand même se poser la question de la légitimité des sorciers à
manipuler de cette manière des créatures juste pour le fun, en fait, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est pour le fun, quoi. C'est pour un tournoi. Bon, ça pose des questions, en tout cas. Non, mais après c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est notre point de vue de lecteur adulte. Quand on était plus jeune et qu'on a lu, je me souviens pas d'avoir été choquée par ça. J'étais plus sûrement surprise parce que c'était des dragons et stressée pour Harry ou quoi. Mais on le voyait pas, et ça, c'est vraiment quand on le relit après, on se pose des questions, on se dit c'est quand même pas normal cette situation. Et puis on sait pas non plus comment les dragons étaient traités pour qu'ils soient transportés de leur réserve à la forêt. Enfin, je sais pas, déjà je sais pas comment ils l'ont fait discrètement parce que personne l'a remarqué. Donc c'est dommage qu'ils en parlent pas. C'est évoqué, ils viennent d'arriver. Oui, ils parlent juste de la potion du sommeil pour les endormir, quoi, mais ils disent pas comment ils ont caché le transport de 4 dragons énormes qui sont forcément, j'imagine, arrivés par les airs ou non, par je sais pas, transplanage, en fait, mais est-ce que même à 30 sorciers, tu peux te transplaner avec 4 dragons? C'est curieux quand même. Ou un porte loin, peut-être. Il faut toucher la patte du dragon. Je sais pas, mais bon. Enfin, dans tous les cas, je pense que ça vaut pas le coup, quoi, parce que quand on voit effectivement ce que ça implique derrière, je pense vraiment que ça valait pas le coup. Mais effectivement, dans l'after show, on va revenir un peu plus en détail sur la place des dragons dans Harry Potter. Ça va être sympa sur Patreon pour les Patronus. Un des sorciers prévient Hagrid de faire attention parce que le Magyar à pointe, par exemple, peut cracher du feu jusqu'à 12 mètres. Puis tous les sorciers lancent en même temps des sortilèges de stupéfiction sur les dragons, ce qui les calme petit à petit, permettant aux sorciers de fixer leurs chaînes dans des piquets au sol. Harry suit Hagrid et Madame Maxime qui s'approchent, et il reconnaît le sorcier qui avait parlé à Hagrid, c'est Charlie Weasley. Alors Charlie explique qu'ils ont fait prendre une potion de sommeil aux dragons, comme on le disait, pour les emmener jusqu'ici, mais en se réveillant, les dragons, ils étaient pas très contents. Alors pour répondre à la curiosité d'Hagrid, Charlie explique qu'il y a un Magyar à pointe, un ver gallois commun, un suédois à museau court ainsi qu'un bout de feu chinois. Mais quand il voit Madame Maxime s'approcher encore plus de l'enclos, il est suspicieux parce que les champions ne sont pas censés savoir pour la première tâche à venir. Mais Hagrid explique qu'il s'agit simplement d'une petite promenade nocturne. Là, je me dis, est-ce qu'il est naïf, Hagrid ? Est-ce que c'est de la pure naïveté ? Ça se trouve, il pense vraiment que Madame Maxime va rien dire à Fleur, quoi. Je sais pas, je l'imagine bien dans cette naïveté, Hagrid. Je pense aussi qu'il est naïf, moi, personnellement. Mais du coup, je me demande si, au début, Madame Maxime, si elle l'a séduit un petit peu avec des intentions cachées, en sachant qu'il saurait peut-être des choses. Aussi. Ouais. Alors après, je pense qu'il y a des sentiments qui se développent, et puis on le verra dans le prochain tome. Ils vont partir même en petites vacances ensemble, enfin, si on peut appeler ça des vacances. Mais en tout cas, au début, je pense qu'elle se rapproche d'elle clairement avec un intérêt. Enfin, elle voit qu'il a des sentiments pour elle, et elle doit sûrement en jouer, quoi, parce qu'elle voit qu'il est un petit peu naïf. Oh, vous devez savoir des choses, Hagrid. N'est-ce pas? Ça, je la vois bien comme ça. Non, puis après, c'est mon sentiment. Même après le prochain tome, j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a jamais eu de vrai sentiment de la part de Madame Maxime, et c'est Hagrid qui était fou amoureux, et que ça n'a jamais été vraiment une vraie relation. Et puis ça se concrétise jamais, enfin. Je crois pas. Justement, je suis en train de me poser la question, mais je sais pas si. On sait pas trop. Enfin, c'est vachement vague, mais j'ai l'impression qu'il y a jamais eu de vraie relation amoureuse entre les deux. Après, on sait quand même que il y a quand même une relation qui est assez forte entre eux, parce qu'ils partent ensemble vivre une aventure dangereuse pour retrouver les dragons et essayer de les rallier à la cause de Dumbledore. Et ça les se dragons passe. Les géants. Voilà. J'ai eu un bug aussi. Non, les géants. Les géants et leur chemin se quitte quand Hagrid repart avec Groupe, mais en vrai, ça se passe plutôt bien. Enfin, je veux dire, ils vivent quand même un truc assez particulier ensemble. Ouais, mais c'est pour la cause commune, c'est pas. Ouais. On dirait que derrière, ils se revoient pas vraiment. Ouais. Enfin. Parce que même sur la bataille de Poudlard, à la fin, elle revient pas, elle. Enfin, on la revoit plus après, vraiment. La dernière fois qu'on la voit, elle assiste aux funérailles de Dumbledore, à la fin du tome 6. Mais effectivement, elle n'apparaît pas du tout dans les Reliques de la Mort.
Donc, visiblement, elle n'a pas participé à la bataille de Poudlard, ou alors elle n'est pas mentionnée. Et effectivement, l'éventuelle relation avec Hagrid, c'est vraiment hypothétique, parce que nous n'avons pas d'informations officielles là-dessus. Donc, c'est du headcanon. Chacun fait... Voilà, on peut imaginer, il y a peut-être des fanfictions là-dessus. C'est ça. Charlie poursuit en expliquant que les champions devront sûrement passer devant les dragons et qu'ils seront bien sûr présents en cas de besoin durant l'épreuve. L'organisation leur a demandé des femelles en train de couver, mais il ignore pourquoi. Dans tous les cas, il plaint particulièrement le champion qui devra affronter le Magyar à pointe parce qu'il est particulièrement dangereux. Et devinez qui va l'avoir. Pourquoi Comme par hasard. Ce petit effet d'annonce. C'est quand même fou que ce soit à chaque fois Harry qui se ramasse les choses les plus compliquées, les plus particulières. Enfin, voilà, on s'y attend un peu, quoi. Là, c'est presque marrant. Bien qu'il ait juste quelque chose de normal, ça pourrait être bien. C'est presque un petit clin d'œil rigolo avec le lecteur. Vous savez très bien que Harry va l'avoir, quoi. Bah oui. C'est ça, même Harry, sans doute, au fond de lui-même. Il sait que c'est pour lui. Ok, c'est moi. C'est bon. Quand Hagrid regarde d'un air envieux les œufs de dragon qui sont disposés devant chaque dragonne, Charlie lui précise qu'ils ont compté combien il y en a. Et là, je me dis, Charlie devrait avoir des souvenirs de Norbert, en fait, parce que c'est lui qui a récupéré Norbert le dragon dans l'école des sorciers, on s'en souvient. Donc, je pense qu'il sait... il connaît l'amour de Hagrid pour les dragons, et notamment les autres dragons, les bébés dragons. Donc, j'ai bien aimé ce petit détail. Je sais combien il y en a, Hagrid. Essaye pas d'en choper un, quoi. Ça sert à rien. Après, est-ce qu'il serait venu voler un œuf de dragon devant tout le monde? Je pense pas non plus, quoi. Enfin, il est pas assez bête pour son manteau. Ouais. Discrètement. Charlie embraye ensuite sur sa mère, Madame Weasley. Bien entendu, il ne lui a rien dit à propos des dragons parce qu'elle se fait déjà un sang d'encre pour Harry, surtout depuis l'article de Rita Skeeter dans lequel Harry est dépeint comme quelqu'un qui pleure à chaque fois qu'il pense à ses parents. Et là-dessus, Harry il se dit « C'est bon, j'en ai assez vu, assez entendu, il est temps de rentrer au château pour le rendez-vous avec Sirius. » Il est en mode « Allez, ciao !» En chemin, même s'il est choqué, il se dit que c'est pas plus mal qu'il sache pour les dragons, même s'il n'a aucune idée de comment il va s'en sortir. Ça tombe bien qu'il ait rendez-vous avec son parrain parce qu'il a un tas de choses à lui raconter. Dans ses pensées, en longeant la forêt, Harry heurte quelque chose. Ou plutôt quelqu'un, c'est Karkaroff. Heureusement, la cape d'invisibilité le recouvre toujours entièrement. Karkaroff cherche autour de lui ce qui l'a heurté avant de reprendre sa route vers l'enclos dans la forêt interdite. Harry reprend lui aussi sa route dans l'autre sens. Karkaroff avait dû voir Hagrid et Madame Maxime partir ensemble et il cherche sûrement à savoir si cela a un lien avec la première tâche. Et visiblement, il ne va pas tarder à l'apprendre. Ce qui fait dire à Harry que le seul champion qui ne sera pas au courant, eh bien c'est Cédric. Le sneaky Karkaroff. C'est quand même une fouine. Parce que si ça se trouve, il allait suivre Hagrid et Madame Maxime qui n'allaient pas du tout voir des dragons et qui avaient vraiment un rendez-vous romantique. Et on ne sait pas sur quoi il serait tombé. Ça aurait même choqué son âme d'ancien mange-mort. J'ai vu des choses dans ma vie, mais là... Il va dans la forêt interdite, il entend des rugissements, des arbres bouger, mais c'est pas les dragons. Ah ouais. Il y a un monde là, il y a une fanfiction là. Il y a quelque chose à faire. Harry finit enfin par arriver à la salle commune. Au vu de l'odeur, il est content d'apprendre que Hermione n'a pas eu à utiliser de bombe à bouse pour que la pièce soit vide. Harry s'approche alors du feu et les flammes laissent bientôt la place à la tête de son parrain. Il est heureux de voir qu'il paraît plus en forme que la dernière fois, ce qui lui donne une apparence plus jeune et plus proche de la photo qu'il avait de lui au mariage de ses parents. Petite question pour vous, elle sort d'où cette photo? Vous vous souvenez? C'est-à-dire? C'est-à-dire... Où est-ce qu'il l'a vu? Bah ouais, c'est ça, c'est que en fait, il voit Sirius en meilleure forme, et du coup, Harry il se dit, tiens, il ressemble plus à la photo que j'ai de lui dans l'album que Hagrid lui a donné. Pas de réponse. C'est Hagrid. Je crois que dans le tome 3, justement, à un moment, il regarde ses photos et il tombe sur la photo de Sirius quand il apprend que Sirius est son parrain et que c'est lui qui a dénoncé, ouais, tout à fait, qui a révélé le secret. Il me semble qu'il regarde cette photo, justement. Ouais, bah justement, après Préolard,
Ouais, il retombe sur la photo dans le 3 parce qu'il a entendu que c'était son parrain, qu'il a trahi ses parents et tout. Et puis, il se dit, tiens... Enfin, en fait, il a déjà vu les affiches de Sirius Black et tout, mais il a pas fait le lien avec la photo qu'il a. Et c'est là où il fait le lien, je crois. Où il... Attends, quoique... Bah non, je dis n'importe quoi. Je sais pas s'il a fait le lien d'abord avec les affiches qui sont partout. Mais en tout cas... Non, il n'a pas fait le lien, mais c'est quand on lui révèle qu'il était proche de ses parents et que c'était le parrain d'Harry. Enfin, quand il fait toutes ces découvertes, derrière, je pense que c'est là qu'il va voir dans l'album et puis il se dit, c'est lui qui ressemble aux affiches, effectivement. Enfin, quand il met les deux à côté, il reconnaît. Mais il connecte pas les liens avant ça, quoi. Ouais. Il me semble pas. Non. Du coup, non. Enfin, non, sinon, alors qu'il aurait pu, déjà en eu vrai. la réflexion. Il aurait pu. Il aurait pu découvrir. Après, là, il était à milieu de penser qu'il y avait un lien entre Sirius Black et ses parents. Ouais. Et puis, je pense quand on voit les photos de Sirius, en plus, il fait très âgé, enfin, très... il fait un peu... Enfin, il est mal en point, quoi. Donc, si on n'a pas le contexte, tout à fait. compliqué. Enfin, c'est comme de temps en temps, on croise des gens dans la rue, on les a déjà vus, mais hors contexte, on les reconnaît pas. Donc... je pense que c'est pareil. En fait, c'est ça, c'est que Harry, en fait, il a besoin d'entendre l'histoire prétendue histoire sur Sirius pour effectivement faire la connexion entre l'apparence qu'il a en tant que prisonnier évadé d'Azkaban et la photo qu'il a déjà vue, qu'il connaît du mariage de ses parents. C'est cette histoire qui déclenche en fait la connexion et c'est là qu'il retombe sur la photo, qu'il la cherche et qui effectivement découvre qu'il avait déjà vu Sirius sans le savoir. Sirius lui demande comment ça va et comment ça va cousin ça va pas trop comme ça mais bon vous avez compris et Harry est tenté de répondre machinalement que ça va bien mais au lieu de ça il déballe tout à Sirius, le fait que personne ne le croit, son ami Ron y compris, les mensonges de Rita Skeeter, les moqueries qu'il subit à longueur de temps, sans compter les dangers qui l'attendent avec les dragons en guise de première tâche. Sirius semble inquiet après avoir laissé Harry déballer, dire tout ce qu'il avait à dire. Il lui explique que les dragons peuvent être vaincus, mais comme son temps est limité, parce qu'il est rentré en effraction chez des sorciers pour utiliser leur cheminée, il préfère d'abord parler de Karkaroff, qui est le point le plus important pour lui. Là, je me suis dit, imaginez, vous êtes sorcière, vous rentrez chez vous, il y a un inconnu, la tête dans votre feu de cheminée quand même. En plus, il s'avère qu'on est évadé de prison, parce que... Lui, il est toujours pas innocenté à ce moment-là, donc... Tu rentres, il y a l'évadé le plus recherché du pays, qui a la tête dans la cheminée. C'est pas banal. Non. Une soirée originale. Ouais, voilà. Sirius explique que Karkaroff était un mange-mort et qu'il était même à Azkaban avec lui avant qu'il soit relâché pour avoir balancé ses complices. Et c'est sûrement pour ça que Dumbledore a embauché un Aurore cette année, d'autant que Maugré est celui qui avait capturé Karkaroff. Là, Sirius, il répète le fait que Karkaroff, il enseigne la magie noire à ses élèves. On s'était déjà posé cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? En tout cas, c'est Drago qui parle de Durmstrang un peu comme ça, comme quoi on y enseigne la magie noire. Là, Sirius le répète aussi. Ça implique que Dumbledore laisse entrer une école entière dont l'enseignement est la magie noire. Qui ne porterait pas les valeurs de Poudlard. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Après, c'est enseigné, enfin... Ils disent pas qu'ils apprennent tous à lancer des impardonnables ou quoi que ce soit. Faut voir ce que c'est cet enseignement. Je crois que vous en aviez parlé dans un épisode précédent, que si ça se trouve, c'est juste qu'ils vont plus loin dans la théorie, dans la pratique de cette magie. Alors qu'on a l'impression qu'à Poudlard, on apprend que la jolie magie et que le monde des sorciers est tout beau, tout rose, quoi. Ouais, ce qu'on s'était dit, ça se trouve, c'est nuancé, en fait. Par exemple, à Poudlard, c'est le cours de défense contre les forces du mal. Ça se trouve, à Durmstrang, c'est un cours sur les forces du mal. Donc, il y a peut-être une ambiguïté comme ça. Mais de là, effectivement, à enseigner directement la magie noire pour former des futurs petits mages noirs, je n'y crois pas trop quand même. Parce qu'on est en temps de paix en Europe à ce moment-là. Donc, j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est extrapolé. De la part de Sirius, notamment. Ouais. Harry a du mal à y croire, d'autant que si c'est lui, Karkaroff, qui a mis son nom dans la coupe, eh bien, il joue parfaitement la comédie parce qu'il était hors de lui quand Harry a été sélectionné. Et Sirius lui répond que oui, il est connu pour être bon acteur, donc il doit absolument se méfier de lui et du champion de Durmstrang en prime, c'est-à-dire Viktor Krum. Sirius enchaîne ensuite sur Rita Skeeter
il est particulièrement intéressé par un détail, le fait que Maugrey se soit fait agresser la veille de la rentrée, parce qu'il est tombé sur un article. Même si c'est présenté comme une preuve parmi d'autres de la paranoïa maladive de Folleuil, Sirius, lui, il pense que c'est un peu plus sérieux que ça. Sans doute que quelqu'un a voulu l'empêcher de se rendre à Poudlard. D'autant que les Mange-Morts semblent s'être réveillés, comme l'indique l'attaque à la Coupe du Monde, ou peut-être même la disparition de Bertha Jorkins cet été. Rappelez-vous, cet employé du ministère. Ça peut paraître comme un fait divers isolé là aussi, mais Sirius est intrigué par le fait qu'elle ait disparu en Albanie, l'endroit supposé où se trouverait Voldemort. Sans compter qu'elle savait que le tournoi des 3 sorciers allait se dérouler cette année à Poudlard. Et puis Sirius l'ayant bien connu quand ils étaient élèves, il ne serait pas surpris d'apprendre qu'elle soit tombée dans un piège parce qu'elle n'a jamais été très maligne selon lui. Alors Harry résume les pensées de Sirius sous une théorie. Voldemort a appris que le tournoi aurait lieu cette année à Poudlard et Karkaroff agirait donc sous ses ordres pour que Harry y participe. Alors Sirius, il pense pas néanmoins que Karkaroff soit du genre à revenir vers Voldemort, mais force est de constater que quelqu'un a mis le nom de Harry dans la coupe et ça ressemble en tout point à une forme d'attentat contre lui. Sirius, c'est un bon enquêteur en vrai, parce que ici, il a tous les indices et il reste juste à connecter les liens entre eux. Juste, il sait pas qui c'est, quoi, mais les soupçons se portent sur Karkaroff, mais c'est pas lui au final. Ouais. Mais oui, il a tout, parce que l'attaque de Maugrey, oui, c'était le moment où effectivement Barty Croughton, c'est là où ça se joue. Sa place, enfin, c'est là où ça se joue. Bertha Jorkins, c'est pareil. Hein. Tout le monde s'en fiche, personne n'en parle, lui, il est là en mode bizarre. C'est ça. Non, il a vraiment tout. Puis on commence de plus en plus à penser au fait que Voldemort est impliqué, même si depuis le début on s'en doute un petit peu, enfin on a ses soupçons, mais jusqu'ici Voldemort n'est pas réapparu, même dans le tome 3 on en parle mais sans le voir, enfin. Ouais. Donc de plus en plus on commence à avoir ces soupçons. Ça cogite bien dans la tête de Sirius. Puis on disait La Coupe de Feu, c'est un vrai livre à enquête, c'est presque un polar déjà, c'est presque un roman policier en fait. Je parle d'enquêteur parce que je trouve que Sirius, il a vraiment le rôle de l'enquêteur à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a toujours un moment dans un roman policier où l'enquêteur va résumer les faits, développer les différentes théories pour que le lecteur se mette à la page aussi. Ah tiens, oui, effectivement, on sait ça. Quelles sont les solutions possibles ? Et notamment, elle fait ça brillamment avec ses romans actuels de Cormoran Strike, que j'encourage vraiment les gens à lire. Ici, en fait, par exemple, cette discussion avec Sirius, c'est typiquement les discussions que Strike et Robin, les deux personnages principaux de ces romans à J.K. Rowling, ont en fait dans chaque volume. En fait, et souvent, ils vont avoir des discussions entre eux, ce qui vient rappeler les faits et c'est quoi les différentes alternatives, etc. Donc, j'ai bien aimé ce passage-là parce que ça vient rappeler effectivement à quel point La Coupe de Feu, c'est un roman policier, quoi. C'est un livre enquête, c'est trop bien, quoi. Harry, en tout cas, est convaincu qu'utiliser le tournoi comme attentat contre lui, c'est une excellente idée parce qu'il risque bien de finir carbonisé par un dragon dès la première tâche. Cela ramène Sirius au sujet des dragons. Il lui explique qu'il ne faut pas chercher à les stupéfixer seuls du fait de leur forte résistance. Mais Harry, il en a déjà été témoin de ça. Au lieu de cette méthode, Sirius explique à Harry qu'il vaut mieux, mais il s'interrompt après avoir entendu un bruit. Harry se retourne précipitamment parce qu'il lui semble avoir entendu quelque chose lui aussi. En une fraction de seconde, Sirius disparaît de la cheminée. Vous pensez que c'était quoi le sortilège que Sirius il s'apprêtait à le conseil? Mais je crois qu'il le dit après. Il me semble il le dit. Il dit qu'il faut s'attaquer aux yeux. Ouais, c'est ça. Un sortilège de. Ouais. La conjonctivite, ça s'appelle pas la conjonctivite, mais non, le nom du sortilège, je sais plus. Je sais plus, c'est ce que fait Krum ou... Oh non, c'est ce que fait Diggory. Qui le fait, ça, ce sortilège-là? Je crois que c'est Diggory qui le fait, mais sans certitude. Mais vraiment aucune certitude. Parce que c'est qui se transforme en chien? Je sais plus. C'est pas Victor Krum, parce que Krum, je crois que comme il se transforme en requin dans la deuxième épreuve. Non, c'est peut-être Diggory qui se transforme je sais plus. En chien. Et en tout cas, celui qui utilise le sortilège sur les yeux, manque de bol, le dragon écrase ses œufs. Qui est horrible aussi quand on y pense. Mais du coup, il perd des points. Oui, j'ai viens d'y penser. Le chapitre d'après, on va avoir des choses à dire aussi. Voilà. Ouais, mais effectivement, ok. Je me souvenais plus qu'il disait, en fait, j'allais te conseiller ça. Oui, il en parle logique, à un moment, il me semble. C'est le point faible des dragons, c'est connu.
Harry est hyper stressé parce que si quelqu'un l'a surpris à parler au fugitif Sirius Black, les conséquences pourraient être désastreuses. D'abord, il n'y a rien, puis Ron descend les escaliers en pyjama. Il demande à Harry à qui il parlait, mais Harry lui rétorque que ça ne le regarde pas et qu'il vient juste fouiner. Au fond de lui, Harry sait qu'il est injuste, mais sa colère contre Ron est trop forte pour rester rationnelle. Alors, il est quand même dit dans le texte, et là, ça, je trouve ça violent. Il détestait tout ce qui avait trait à Ron, même ses chevilles qui dépassaient de son pyjama trop court. C'est d'une violence, cette phrase, mais en même temps, ça retranscrit bien la colère de Harry, je trouve. Oui, il est plus objectif du tout, là. Il est juste énervé contre Ron. Et c'est quand on est énervé contre quelqu'un, il y a le moindre truc qui va nous horripiler. Le détail des chevilles qui dépassent du pyjama trop court, ouais, c'est parlant, je trouve. Au pub, il avait même envie de lui donner un coup derrière la tête. Hein. C'est pour dire à quel point il le déteste à ce moment-là. Il tient mal la bière au beurre, Harry. Il était prêt à faire la grosse baston dans le pub. Ça aurait été rigolo au final que Ron se reçoive un coup. Il n'aurait pas trop su d'où ça venait. Peut-être qu'il s'en serait douté. Mais là aussi, c'est drôle de voir. Là aussi, Harry va retourner un peu dans la bagarre parce que... la bagarre justement, Ron, à son tour, il prend la mouche, il répond qu'il va laisser Harry s'entraîner pour sa prochaine interview parce que c'est sûrement ce qu'il est en train de faire. Harry lui balance un des badges à la tête en disant qu'il sera content maintenant si ça lui fait une cicatrice au front à lui aussi. La petite répartie de Harry. C'est bien trouvé, je trouve. On parlait de la répartie, voilà. Puis il passe devant Ron pour monter dans le dortoir avec le vague espoir que Ron l'arrête, voir qu'il le frappe. Donc c'est ça, c'est Harry, c'est Sassy Harry le bagarreur là. Tu vois, il limite que ça se castagne pour peut-être régler la chose, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Une bonne bagarre et tout est réglé. C'est comme ça. Exactement. C'est une bonne solution. Mais non, là après c'est dommage qu'il lui ait pas dit qu'il parlait à Sirius. Enfin, en fait, ils auraient pu se poser, en discuter. Je pense que Ron serait redescendu un petit peu et ils auraient pu en parler posément, mais bon. D'ailleurs, je me demande ce qui serait passé finalement si Ron avait vu Sirius. Il n'y aurait pas eu de conséquences graves, ça c'est sûr, mais je sais pas comment il aurait réagi en fait. Peut-être que déjà ils auraient pu continuer à parler avec Sirius, il aurait appris le sort de la conjonctivite. Ouais. Et puis peut-être que Sirius leur aurait dit allez, arrêtez. On sait très bien que c'est pas Harry qui a mis son nom. Ouais, c'est ça un peu l'ironie et là, Ron du sort, aurait là, dit que oui, ce soit c'est vrai. Ron. Peut-être que Sirius, il aurait... parce que maintenant que Sirius sait, peut-être qu'il aurait pu dire hey Ron, là, viens, approche-toi là. Hey, tu fais quoi là? Faites-vous un bisou là tous les deux. Arrêtez. Voilà. Ça aurait été tout aurait été résolu. Ou alors bagarrez-vous là. Allez, bagarre. Vas-y Harry, vas-y. Mais Ron, quand Harry passe devant lui, il ne réagit pas et Harry rejoint bientôt son lit, trop furieux pour trouver le sommeil. Ron, quant à lui, ne remonte pas dans le dortoir cette nuit-là. Et voilà, c'est une autre fin de chapitre. Merci Tiffany de nous avoir accompagnés sur ce chapitre. Merci à vous. Et merci Jérémy. Ouais, j'étais particulièrement brillant, je trouve. Non, c'était trop bien. Alors, comme d'habitude, on va parler du meilleur personnage du chapitre, enfin plutôt un personnage qui nous a marqué. Donc, ça peut être personnage ou créature magique, je dis ça comme ça. Tiffany, quel personnage ou créature magique t'a marqué dans cet épisode? Alors, je pense que j'ai pas été super originale. J'ai choisi Hagrid pour son style déjà. Au gosse. Et son amour pour les dragons et pour Madame Maxime et pour ses propositions douteuses à minuit dans la forêt. Son date original. Voilà, c'est ça. Donc ouais. Mais où m'emmenez-vous, Hagrid? T'inquiète pas, vas-y, viens. On va s'enfoncer un peu plus profondément là dans la forêt. Oh. C'est ça. Non, mais c'est mignon de voir à quel point il est maladroit au final. Ouais, hein, il est parce maladroit. que je pense qu'il a pas eu d'histoire amoureuse, j'imagine, enfin, ou très peu. Donc c'est assez mignon. En soi, oui. Puis voilà. Ça change des screws de sa pétard. Non, je fais ça. Et toi, Jérém? Moi, je choisirais... j'ai un peu trollé, mais je choisirais Karkaroff.
Parce que j'aime bien, parce que c'est le sneaky Karkaroff, quoi. C'est en mode Gargamel. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Est-ce que ça concerne le tournoi des 3 sorciers? Je vais aller les suivre discrètement. Voilà. Tu vois, un peu le Gargamel qui est là. En plus, puis sa réaction, ça doit faire bizarre de se prendre quelque chose d'invisible, qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'imagine un peu comme ça, donc ça m'a fait rire. Il s'est pas posé plus la question, quoi. Il se prend quelque chose de plein fouet. Ouais. Il voit rien. Il se pose pas de questions. Enfin, il y a quand même des sortilèges pour révéler s'il y a des gens ou quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, tant mieux. Hein. Oui, tant mieux. Je pense qu'il a été surpris, il s'attendait pas à ça. Ouais. Il a peu le temps de réagir. Et toi, Marina, quel dragon Moi, c'est Hommage au Dragon, bien entendu. Ah, les 4 d'un coup, du coup. Bah oui. Oui, bah tu me diras, tu peux pas trop les. C'est terrible comme sort. Elles sont en train de couver. On les emmène dans un autre pays. Après, ensuite, on va lui voler ses œufs, leurs œufs et tout. C'est terrible. Moi, j'ai trop de peine. Après, c'est sûr que les dragons, enfin, on va en parler. C'est pas des gentils chachas, mais bon, faut les laisser vivre tranquilles, quoi. Ouais, c'est ça, raison de plus de les laisser tranquilles. Bah oui. Ouais. Et ouais, effectivement, c'est terrible. Et là, je suis ravi parce que on l'a annoncé au dernier chapitre, mais on vous a entendu et c'est le retour du renommage de chapitre parce que, ok, on a reçu tellement de messages qu'on s'est dit, ok, surtout Marina a trouvé une parade. Laquelle? Faire travailler les auditeurs et les auditrices. C'est scandaleux. À ma place. Voilà. Et tout ça gratuitement. Avec un simple remerciement de ma part et je l'assume. Tu viens de faire une story Instagram il y a quelques... Ah oui, parce que non, mais je suis tellement préparée, les gens, il faut que vous sachiez, je suis tellement préparée que là, on enregistre à 17h, j'ai commencé à préparer à 10h30 à peu près, et vers 11h, tu m'as dit, ah, mais il y a le renommage de chapitre. Je fais, parce qu'on l'a dit au dernier chapitre, bah oui. Bah oui, non, mais je pensais pas que tu le prendrais à la lettre comme ça. Bah attends. Déjà que c'est donc, scandaleux pour certains qu'on de les... dernière minute. T'imagines la réaction des gens, déjà ils sont outrés qu'on l'ait retiré, mais en plus qu'on leur annonce que ça c'est de retour, puis finalement on le met pas de retour. J'ai pas dit on le remet. J'ai dit éventuellement si on le remet, le deal ça serait que les auditeurs trouvent eux-mêmes leur renommage de chapitre. J'ai dit ça, mais je pensais pas que t'allais. C'est trop tard. Tu t'es engagé dans un truc. Je me suis engagée dans rien du tout. C'est toi qui m'as engagée. Mais est-ce que t'as trouvé finalement? Une auditrice qui s'appelle Mel, oui, a trouvé. Échappée nocturne au coin du feu. Oh. C'est beau. C'est joli. Hein. Ouais. Bravo Mel. Ok. Et vous? Bien trouvé. Et toi, Tiffany, est-ce que t'as un titre de chapitre ou pas? Oui, j'ai bien travaillé. Alors du coup, moi ce serait Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 19, Rendez-vous solitaire, amoureux et enflammé. Oh. Solitaire pour Hermione qui s'est retrouvée quand même toute seule après Poudlard. Amoureux, bon, on a compris. Et enflammé, au final, ça parle des dragons et de Sirius. Pas mal. Pas mal. Voilà. Et moi, c'est un peu dans le même registre. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 19, Les Feux de l'amour. Ah, c'est beau. En vrai, j'avais une révélation enflammée aussi. Oui. Voilà, des choses. Mais les feux de l'amour, je trouve que c'est pas... Je trouve ça marrant. C'est tout à fait ça. Et voilà, j'espère que vous êtes contents, vous avez gagné. Et nous passons à la volière de ce chapitre. Avec un premier hibou sonore, celui d'Alex. Bonjour, je vous envoie ce petit vocal parce que souvent dans vos podcasts, vous parlez du fait, enfin, en tout cas vous débattez du fait que J.K. Rowling aurait ou pas prévu tout en avance. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'elle n'a pas forcément tout prévu en avance. Parce que j'écris aussi et donc je me dis que moi, j'aurais fait comme ça en tout cas. Si je me dis que je veux faire 7 livres, je fais un schéma des livres plus ou moins et en fait à chaque fois que j'ai un personnage je fais une fiche personnage et je la complète au fur et à mesure. Donc par exemple, je viens de terminer le tome 3 dans vos podcasts, j'aurais mis à Peter Pettigrew a une dette de vie envers Harry pas envers Arthur Weasley et du coup j'aurais rajouté ça plus tard dans l'intrigue en gardant toutes mes fiches personnages près de moi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Gros bisous à vous deux, à vos chats et à l'invité. Au revoir. Merci Alex pour ton niveau. Alors ça, c'est un grand débat avec Jérémy et moi. Moi, je suis persuadée qu'elle a pas tout prévu à l'avance. Toi, t'es persuadée que c'est un génie et qu'elle avait tout prévu à l'avance. Moi, je pense pas. Je pense plutôt comme toi. Peut-être qu'elle a glissé, par exemple, à une dette de vie envers Harry, mais après, quelle était sa dette? Enfin, ça évolue. Elle a peut-être des idées par-ci, par-là qu'elle détaille au fur et à mesure de son écriture, mais elle prévoit pas tout à l'avance. C'est impossible. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être Tiffany, est-ce que moi je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet? Moi, je suis assez d'accord avec ça, que je pense qu'elle avait une idée globale de toute façon sur l'ensemble des tomes, mais que sur les petits détails qui concernent des personnages, oui, elle n'avait pas pensé à tout, et sûrement l'idée de la fiche personnage, enfin, elle a peut-être fait ça. Pour moi, je pense que oui, elle a peaufiné au fur et à mesure. Clairement, c'est impossible de penser à tout. Après, voilà, le grand débat, c'est savoir, à quoi elle avait pensé dès le début, ou pas, et ce à quoi elle avait pas pensé. Sur la dette, de Queue de Verre, je pense que c'était, elle a noté que, enfin, elle savait que ça lui servirait plus tard, mais elle savait peut-être pas forcément, sur quelle action, à quoi ça allait lui servir. Donc oui, clairement, elle avait une idée globale, mais elle a peaufiné, enfin, c'est obligé. Elle peut pas avoir Mm. tout prévu. Non, mais en vrai, je suis assez d'accord. Je pense que c'est impossible de tout prévoir dans les détails. Mais après, tout dépend de ce dont on parle, en fait, tout simplement. Parce que on sait qu'elle écrivait beaucoup de notes, qu'elle schématisait beaucoup son histoire avant vraiment de la coucher sur le papier. Donc, c'est pour ça que je reste persuadé que les principales lignes du récit, les principales storylines, elles ont été prévues en avance, avant que les livres s'écrivent même, en fait. Après, Oui, mais jusqu'où? ouais, C'est ça, voilà. la Après, c'est question. ça. C'est jusqu'à quel niveau de détail on parle. En fait, c'est plus ça. Il y a que J.K. Rowling qui pourrait répondre, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont tellement bien amenés où je me dis c'est forcément anticipé. Et je trouve que le cas de la dette de Peter, c'est un bon exemple parce que, par exemple, je suis pas sûr qu'elle savait à la fin de la coupe de feu que Peter Pettigrew allait s'étrangler dans le manoir des Malfoy avec la scène telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'elle avait ces détails en tête là, cette scène précise en tête là. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais par contre, j'ai tendance à penser que le bras et la dette de Peter Pettigrew, c'est lié et qu'elle savait qu'il allait mourir à la fin. Et en fait, elle anticipe le fait qu'il va mourir avec ce bras du fait de la dette de Harry. Mais peut-être que la scène précise en elle-même, elle l'avait pas. Mais en fait, elle a les éléments. C'est jusqu'à un moment, elle les reconnecte ensemble. Et puis à l'écriture du chapitre, ça se déroule comme ça. C'est plus de savoir à quel niveau de détail. Mais Pardon. après, en fait, il y a des... il y a des... il y a quand même des éléments. En fait, je pense surtout aux éléments qui sont anticipés et qui se retrouvent dans un roman et puis qui sont tout de suite repris dans celui d'après. Et ça, pour moi, c'est forcément anticipé, par exemple. Après, on n'est pas tous d'accord, hein, ça reste une opinion. Mais je pense à, je sais pas, par exemple, le diadème dans la salle sur demande, entre le 6 et le 7, évidemment que c'est anticipé. Le fait que Harry désarme Drago à la fin du 6, encore une fois, entre le 6 et le 7, forcément que c'est anticipé par le fait que Harry, il va devenir le maître de la baguette de Suro. C'est pas là par hasard, en fait. Je pense pas que J.K. Rowling soit une autrice qui se laisse porter par l'écriture. Et de toute façon, on a un certain nombre de ces brouillons, de ces notes, et ça prouve que non, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'anticipe énormément, et elle a besoin de ça, je pense, pour écrire. Et c'est pas par hasard qu'elle écrit des romans policiers. Un roman policier, c'est dur à écrire en improvisant. Même si, par exemple, on cite beaucoup Joël Dicker, et Joël Dicker fait l'inverse. Mais je pense pas qu'elle soit comme... Pour le coup, Je pense pas que ça... Justement, je pense que Joël Dicker, lui, il revendique ça. Il aime se laisser porter par l'écriture. C'est-à-dire que, typiquement, il fait partie des auteurs qui commencent un livre, ils savent pas comment ils vont le terminer. J.K. Rowling, pour moi, c'est tout l'inverse. Elle sait très bien comment il va terminer. Par contre, comme on parle d'une série de 7 livres, effectivement, quand elle a commencé à écrire le 1, elle savait pas exactement comment allait se terminer le 7, qu'on s'entende bien. N'empêche que dans les grandes lignes du récit, il y a quand même la preuve qu'il y a énormément d'anticipation. Après, à quel niveau de détail, je l'ignore. Nous allons poser la question à J.K. Rowling un jour. On verra bien. Moi, je pense qu'elle dira qu'elle avait tout anticipé de toute façon. Elle a tendance à dire ça. Par exemple, l'épilogue, c'est vrai qu'elle aime bien se vanter de dire l'épilogue, c'est le premier truc que j'ai écrit. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Oui. Ça, je sais pas, quoi. On ne saura pas. Non. Nous passons au prochain hibou sonore. Il nous a été envoyé par Lucie.
Coucou Jérémy, coucou Marina, c'est Lucie. J'attendais d'être à jour dans les épisodes pour vous envoyer mon premier vocal. Je vous ai découvert il y a seulement 2 mois. J'ai tout récupéré. Par contre, j'ai un peu triché. Je vous ai écouté en x1,5 pour que ça aille un peu plus vite. J'étais trop pressée. Et du coup, dans un des derniers épisodes, et c'est pas la première fois que vous en parliez d'ailleurs, vous avez parlé que Barty Croughton Junior, il avait échangé sa place avec sa mère à Azkaban. Donc ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, vous dites que comme les détraqueurs sont aveugles, ils se sont pas rendus compte que c'était sa maman qui avait pris sa place une fois que le polynectar faisait plus effet. Et je suis presque sûre qu'à un moment donné, je sais pas si c'est dans le livre ou mais je crois que si, que on a une info qui dit que la mère de Barty Croughton a bien fait en sorte de toujours prendre du polynectar jusqu'à sa mort. Donc ils en avaient préparé en avance et elle continue à en boire régulièrement pour garder l'apparence de son fils. Donc faudrait peut-être vérifier l'info. Sinon, j'adore votre podcast. Je voulais trop être à jour avant de vous écrire. Continuez comme ça, c'est top. Merci Lucie pour ton hibou. Alors effectivement, quand il est sous Veritaserum à la fin du 4, Barty Junior, il explique que sa mère a pris le soin de boire du polynectar jusqu'à sa mort. Désolé si on a dit l'inverse, je me souviens plus. Après, on peut se demander pourquoi. Parce que les détraqueurs, ils sont aveugles. Ça, par contre, c'est bien précisé au SUI. Si jamais il y a d'autres visiteurs que les détraqueurs, j'ai des gens du ministère ou autres qui viennent contrôler. Ouais, c'est Ou vrai. les autres prisonniers aussi. Oui. Le truc, c'est que je crois que Barty Junior, quand il explique toute la vérité à la fin, à Dumbledore et compagnie, il précise par exemple que en sortant de la prison, il a pris le soin d'échanger ses vêtements avec sa mère, justement parce qu'il allait passer devant les autres prisonniers. Enfin, il fallait pas qu'ils le voient, et donc du coup, ils ont cru voir la femme de Barty Senior partir avec son mari. Et je me suis demandé avec ce détail, est-ce que les prisonniers se voient en fait ? Non, même pas, ils se voient jamais, ça se trouve, ils sont complètement isolés et ils voient que les visiteurs. Est-ce qu'ils ont des promenades ? Est-ce qu'ils ont des cours avec des promenades ? C'est hardcore. Après, dans Hogwarts Legacy, si vous avez été pouf souffle, il y a une quête qui se passe à Azkaban et du coup, ils imaginent comment c'est, mais en tout cas, sur cette quête, on voit qu'ils se voient entre eux. Enfin, c'est des barreaux et il y a tout le monde. C'est que quand t'es pouf souffle ? Oui, c'est que quand t'es pouf souffle. Ah, parce que moi, j'ai pas eu ça. Et du coup, j'ai pas aimé cette quête. Enfin, si, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu peur parce que justement, il y avait les prisonniers qui tendaient les bras dès qu'on passait. Enfin, vraiment, c'était très glauque l'ambiance. Et tous, ils se voyaient. Donc bon, après, ça, c'est l'imagination du jeu, mais on peut imaginer que c'est comme ça là-bas. Ok. En tout cas, qu'ils se voient, ou alors au moins qu'ils ont une petite fenêtre pour regarder à l'extérieur. Enfin, j'imagine bien comme ça, un peu glauque, avec des gens qui regardent, qui crient. Mais oui, en tout cas, même si les détraqueurs, il n'y a pas forcément besoin de se déguiser pour les détraqueurs, parce que eux, ce qu'ils ressentent, c'est l'état d'esprit en fait des gens, mais ils sont aveugles. Mais effectivement, c'était nécessaire que Barty Junior se déguise en sa mère pour partir, et très certainement, effectivement, il fallait que la mère prenne l'apparence de son fils jusqu'au bout pour X raisons, si les autres prisonniers pouvaient le voir, ou s'il y avait des visiteurs. Et puis aussi un autre truc que je me suis dit, c'est qu'on sait que elle s'est fait enterrer dans la prison, enfin à l'extérieur de la prison, mais c'est pas précisé si c'est les détraqueurs qui s'en sont chargés. Je sais pas si les détraqueurs se chargent d'enterrer les prisonniers qui meurent à la prison. Est-ce que c'est des sorciers qui le font ? Plutôt des sorciers. Bah ouais, je pense que quelqu'un doit venir constater le décès, j'imagine. Quand même, non ? Ouais. Pour les papiers, au moins. Après, ça n'a pas l'air clair en termes de droit. Non, clairement. Droit de l'homme là-bas, je sais pas, mais. J'imagine bien quelqu'un du ministère qui viendrait constater le décès de la personne, parce que les détraqueurs, puis je les imagine pas trop avec une pelle en train de, c'est ça, c'est un peu de creuser un trou, quoi. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est mais effectivement, il y avait plein de raisons pour lesquelles il fallait, je pense, que la mère de Barty Junior garde la forme de son fils jusqu'à la fin. Ce qui est horrible comme idée, mais c'est ce qu'elle a fait, ouais, effectivement. Et c'était sans doute nécessaire. T'as raison de le préciser, Lucie.
Ça peut être un autre after show un jour aussi, c'est les droits de l'homme dans Harry Potter. Ouais. Ça pense peut qu'ils faire un vont bon dire, after hein. show, ouais. C'est ça. Et nous passons au prochain hibou sonore, celui de Mathéo. Salut Jérémy, Marina et l'invité si vous en avez un. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire déjà que j'adore votre podcast, il est incroyable. Dès qu'il sort un épisode, je l'écoute. Donc j'avais une petite question par rapport à la carte du maraudeur. C'est un peu complexe, mais imaginons, il y a des gens, ils voyagent dans le temps avec un retourneur de temps, comme le font Harry et Hermione à la fin du 3. Et du coup, est-ce que sur la carte du maraudeur, ils apparaissent 2 fois? Est-ce que du coup, ça fait 2 Harry et 2 Hermione? Ou alors, est-ce qu'ils apparaissent pas du tout, ceux qui sont venus du futur? Ou alors, ils apparaissent en mode Harry du futur et Hermione du futur, ou même autre chose, enfin, je sais pas. Donc voilà, je me posais cette petite question. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, continuez comme ça, changez pas, vous êtes géniaux. Voilà, bisous. Mais ça retourne la tête, toutes ces questions de voyage dans le temps et tout. Tu as adoré la C'est question de comme Mathéo. question, hein. Ah ouais, non, mais- C'est ultra... faut y penser, hein. Ouais, faut y Parce que je pense penser que aussi. c'est- Vous êtes encore plus tordus que nous, les auditeurs. Hein. Parce que le cas doit pas apparaître souvent quand même. Des Ouais. gens à Poudlard qui retournent le temps, enfin... On connaît que le cas d'Hermione, hein, donc... C'est ça. Je C'est- sais pas. Mais c'est Franchement, je ultra sais pas. Alors déjà, il y a un truc, c'est que quand Harry et Hermione y retournent dans le passé, ils n'ont pas la carte sur eux. Donc en fait, voilà, on n'a aucun moyen de savoir parce que tout simplement, ils n'ont pas la carte. Moi, j'ai une théorie. Je pense que s'ils avaient la carte, je pense qu'ils apparaîtraient 2 fois S'ils avaient la carte sur eux, en retournant dans le passé. En fait, mais ils l'ont pas la carte. Tu vois, Harry et Hermione ah, mais quand ils qu'est-ce retournent dans que le passé. ça change le fait d'avoir la carte ou pas sur soi? En fait, si, ça change beaucoup de choses parce que si t'as la carte sur toi en retournant dans le passé, il existe 2 cartes. Il existe la carte de Harry et Hermione du futur et il existe la carte du moment présent. Oui, je sais, Là, Marina, ça que tu devient, as. Ça me rappelle les souvenirs du tome 3 quand on faisait le podcast. Ça devient ultra compliqué, là. Ah oui. En fait, le truc, c'est que, je sais pas, par exemple, Harry, il a un pantalon. Bon, son pantalon, fort heureusement, il le garde quand il retourne dans le passé. Donc, son pantalon, il existe 2 fois. Ouais. Là, c'est pareil avec tous les objets qu'il pourrait porter sur eux. Mais Oui, la- mais si ça existe 2 fois, du coup, dans chaque temporalité, il y a qu'un Harry et du coup, la carte le verrait qu'une fois. Enfin, si on suit cette logique de qu'il y a Mais 2 cartes. C'est pas la carte qui fait. C'est pas parce que t'as la carte qu'elle te fait apparaître. Je comprends pas ton truc. le- Vu qu'elle existe, elle est là quand il retourne dans le passé. Elle existe la carte. Oui. Ok, on est d'accord. Ouais. Donc, elle cible toutes les personnes présentes à Poudlard. Donc pourquoi elle pourrait pas? Les gens mettraient ça sur le compte d'un bug, mais pourquoi elle pourrait pas avoir 2 Harry, 2 Hermione? Non, mais c'est possible. Hein. Moi, c'est juste une théorie. Mais non, Après, mais en fait, c'est je comprends pas. Je vais y arriver. Mais je comprends pas le lien que tu fais entre s'il a la carte, il apparaît 2 fois, ça n'a aucun lien. dans ma logique un peu pétée, je pense que la carte du temps présent, voilà, en fait, ce qui se passe et ce qu'on revoit ensuite, il y a la carte. Et la carte, en fait, elle est entre guillemets normale, c'est-à-dire que elle montre les gens qui sont là au temps présent. Elle a un fonctionnement normal. Donc tout va bien. Par contre, si tu retournes dans le passé et que tu as la carte avec toi, c'est là où il se crée une faille spatio-temporelle, Ah oui, où il ok. se crée un bug. Mais je suis pas d'accord pour autant. Et c'est là où la carte bug, en fait. Et je pense que la carte bug uniquement si tu retournes dans le passé Non, avec. parce que si elle affiche les 2 Hermione de Harry, c'est pas un bug, c'est la réalité. Mais est-ce que tu en es sûr de ça? Parce que c'est ça tout Bah, le bien sûr que paradoxe. oui, puisqu'on sait qu'ils retournent dans le passé, donc c'est pas un bug. Donc en fait, pour toi, ils sont là depuis le départ. Le Harry et Hermione du futur, ils sont là depuis le départ. C'est le principe, du coup. Ouais, Retournement de temps. Enfin, c'est comme s'ils étaient là depuis le départ. Mais après, au final, la carte, pour moi, elle montre 2 Harry, 2 Hermione, même s'ils l'ont pas sur eux. Et justement, s'ils l'ont pas sur eux, si elle est posée sur la table de chevet de Harry, si on la regardait à ce moment-là, on verrait 2 Harry et 2 Hermione, mais sauf que personne l'a regardé. Pour moi, il n'y a pas besoin de l'avoir sur soi. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais la théorie existe, tient. elle montre. Oui, et après, c'est des théories. De toute façon, voilà, Mais- ça se tient aussi. Hein.
Après, je me suis demandé justement quand j'ai écouté cette question, parce que la carte, on sait qu'elle fonctionne grâce à un sortilège, donc ça s'appelle homunculus. Et en fait, elle fait juste apparaître les personnes qui sont présentes dans une zone. Donc, si on se base juste sur cette définition, au final, s'il y a 2 Harry et 2 Hermione, il y aura 2 Harry et 2 Hermione sur la carte. Elle va pas se poser la question de savoir Ouais, c'est ça. qui est celui du présent, celui du passé. Juste, elle va. Et si quelqu'un le regarde à ce moment-là dans le dortoir de Harry, il va juste penser qu'il y a un bug. C'est possible. Mais je me demande, du coup, s'ils ont la carte sur eux, ça serait pareil, ça montrerait 2 Harry, 2 Hermione. Oui. C'est juste la carte qui voyage. Ouais. Ouais, Oui. parce que c'est Non, pas mais anodin oui. quand même que la carte voyage dans le temps. Alors que. Oui, par contre, ça a créé une situation encore plus bizarre parce qu'il y aurait 2 cartes différentes. Ouais. Est-ce qu'elles montreraient la même chose au même moment Mais c'est encore une autre question, ça, par mais c'est rapport c'est ça. à l'apparition d'une deuxième Hermione ou d'un deuxième Harry. Si la carte fonctionne bien, la carte, comme je te dis, elle montre les personnes La présentes. carte ne ment jamais, hein, Marina. Bah non, mais c'est vrai. Oui, Et mais- donc, du coup, si elle marche bien, elle fait bien apparaître les deux. Bah après, ouais, mais je suis d'accord avec ça, mais en fait, le retour dans le temps, c'est tellement une aberration rationnelle que je pars du principe que le Harry et Hermione du futur, ils sont là, mais en même temps, ils n'existent pas vraiment parce qu'ils appartiennent à une autre temporalité. En mais fait, si, ils existent puisqu'ils c'est- sont matérialisés. oui, ils existent, mais je sais pas, c'est ma théorie. C'est pas obligatoire que la carte les remarque parce que ils sont pas censés être là et que c'est une aberration rationnelle qu'ils soient là en fait. Tu peux pas être à 2 endroits en même temps. C'est pas possible. Enfin, Mais c'est le voyage encore une dans le autre temps, forme de si. c'est une autre forme de magie encore. Mais c'est pour ça que le voyage dans le temps, c'est. Mais oui, fucked up, c'est le bordel. Bah oui. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, je développe une théorie, mais elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que la carte, peut-être qu'elle n'est pas capable de détecter une telle aberration de magie d'un retour dans le temps, ce qui est bien qu'elle montre pas forcément Harry et Hermione 2 fois dès le départ. Par contre, il se passerait peut-être un bug s'il revenait dans le temps avec. Enfin, voilà, c'est ma théorie, mais après, j'y tiens pas particulièrement et j'adhère à la vôtre aussi, hein, en vrai. Puis après, elle a été créée par les maraudeurs qui, je pense, qui n'avaient pas forcément anticipé qu'il y avait des. Enfin, je sais même pas s'ils savaient que les retourneurs de temps existaient. Enfin, donc, est-ce que ça a été pris en compte au moment où elle a été créée En fait, c'est que des théories quoi qu'on peut avoir derrière, mais il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Je pense que J.K. Rowling n'y a même pas pensé. Puis imaginez, pour montrer à quel point le truc est bizarre, la carte du maraudeur, celle du temps présent, elle existe, elle continue, elle est tout le temps là, en fait, elle existe tout simplement. Et quand Harry et Hermione retournent dans le passé, selon vous, il se passe quoi ? Quand quoi ? Bah, Harry et Hermione, ils retournent dans le passé. Oui. Quand ils utilisent le retourneur de temps. Elle revient dans le passé. Mais du coup, elle fait un petit retour en arrière, mais comme tout le monde. Ils se déplacent dans l'espace, en fait, Harry et Hermione. Oui, non, mais moi, ça me... non, mais merci, Mathéo, mais moi, penser au voyage dans le temps, ça me... Mathéo, tu nous fais bugger, là. T'as hacké le c'est une podcast. boucle temporelle, tu vois. Oui. Le voyage dans le temps, ça n'en finit jamais. Alors, ce qui est bien dans le prisonnier d'Azkaban, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que la boucle est bouclée. On peut partir du principe, et c'est ce que a l'air de suggérer le livre et surtout le film, en fait, que tout ce qui s'est passé, enfin, rien n'a changé, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est pas parce que Harry et Hermione retournent dans le passé qu'ils changent quelque chose. Il y a un seul... Il n'y a pas de boucle temporelle, ça ne Il y a une seule ligne de temps, effectivement. Sauf que si si tu retournes dans le passé et que tu changes quelque chose de ce que tu as déjà vécu, c'est là où tu crées une réalité parallèle. Et c'est pour ça que J.K. Rowling a supprimé les retourneurs de temps, et c'est pour ça que l'enfant maudit n'est pas canon, parce que en fait le truc c'est que si ça existe vraiment comme artefact, on pourrait imaginer qu'il existe plusieurs réalités, en fait. C'est-à-dire qu'on a la réalité de Harry Potter, la saga telle qu'elle existe, mais ça se trouve il y a un sorcier, je sais pas, il a pris un retourneur de temps, il a été tué Harry dans le tome 3. Et donc du coup c'est une autre histoire, c'est une autre ligne de temps, et c'est là où ça devient le bordel. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça existe pas. Moi, j'aime bien que ça existe parce que j'adore le prisonnier d'Azkaban, mais en vrai, il vaut mieux que ça existe pas, c'est trop. Voilà. Mais il y a qui disait, ah mince, j'ai oublié l'auteur de cette citation. Il y a un mec qui disait, le voyage dans le temps n'existe pas, parce que si le voyage dans le temps existerait, on aurait des touristes du futur. Et j'aime cette idée. Ouais. J'aime cette idée. Ah, les cassos. Ouais, non, mais c'est ça.
Tu sais, on aurait des touristes, genre, tu sais, ça serait commercialisé, le voyage dans le temps, comme le voyage dans l'espace. Mais Ça regardez, sera les ils prennent des voitures pour se déplacer, Oh, lol. les losers. Il y en a qui se prétendent venir du futur. Je crois qu'il y avait eu un Oui, il y a mec John qui avait Titor, dit des choses comme ça, ouais, ou des pays qui n'existent pas encore ou pas du tout. Enfin, il y a des tas de théories comme ça. Mais j'aime bien cette idée de non, les voyages dans le temps n'existent pas parce qu'il n'y a pas de touristes du futur. Mais ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une aberration de toute façon, c'est effectivement. Avec ce petit détail, Mathéo, ça vient prouver effectivement, rien que de se poser la question de la carte du maraudeur, bah en fait ça vient mettre en lumière à quel point c'est buggé en fait de retourner dans le temps. Et voilà. Nous passons au dernier hibou sonore qui nous a été envoyé par Pierre. Salut à vous deux et à l'invité s'il y en a un. Et si je passe en hibou sonore, je voulais vous faire part d'une unpopular opinion que j'avais eue avec un camarade de promo suite à un débat sur Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux, et il me disait que pour lui, Harry Potter c'était un copier-coller du Seigneur des Anneaux. Et je voulais savoir si cette unpopular opinion était répandue et comment on pouvait la contrer. Continuez comme ce que vous faites, c'est vraiment génial. Salut. Merci Pierre pour ta J'ai question. retrouvé parce que je sais que c'était quelqu'un d'important. Et puis, pour les touristes du futur, c'est ni plus ni moins Stephen Hawking qui a su créer cette idée. Okay. Ni plus ni moins. Ok. Merci Pierre pour ta question. Alors c'est marrant parce que ça rejoint un débat qu'on a eu avec Marina il y a pas longtemps avec un pote qui sera sûrement un futur invité du podcast et qui lui est extrêmement fan de la licence Star Wars et qui a exactement le même discours sur Star Wars en disant ouais, Harry Potter se copie-coller sur Star Wars. Et je lui ai dit attends, n'en dis pas plus. On va te garder. Parce que franchement, il a travaillé sur sa théorie. Hein. Il a tous les liens et tout, on verra. Et en plus, c'est un très gros cinéphile, donc il faut qu'on s'organise ça. Je pense que ça peut faire un after show très, très intéressant. En vrai, ce que je dirais, c'est que alors déjà, sur l'univers de Tolkien, J.K. elle aime beaucoup l'univers de Tolkien, elle aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, elle l'a déjà avoué s'en être inspirée, évidemment. Et il y a des similitudes, c'est vrai. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que le parcours du héros, c'est un classique, en fait. Et on pourrait le retranscrire à toutes les grandes sagas. C'est-à-dire que le parcours du héros qui porte un fardeau et dont la destinée, c'est de rétablir une forme de normalité, eh ben, ça a un point commun avec tous les grands récits d'aventure quand on y pense. Il y a Frodon, c'est sûr, qu'on peut rapprocher d'Harry, Luke Skywalker, je sais pas, Eleven dans Stranger Things, Katniss dans Hunger Games, Lyra dans La Croisée des Mondes. Bref, si vous prenez tous les héros de chaque grand récit d'aventure, il y a des points en commun dans le récit, en fait, tout simplement. Après, ce qui est un peu plus intéressant à analyser sans doute, c'est les éléments qui vont être plus précis dans des détails ou dans des éléments qui se retrouvent. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'il y a une inspiration de l'univers de Tolkien, mais je dirais pas que c'est un copier-coller. Elle s'en est inspirée. On a déjà parlé des anneaux de pouvoir qui sont exactement des Horcruxes. Enfin, l'Horcrux n'est pas une invention, ça existe déjà chez Tolkien, c'est les anneaux de pouvoir de Sauron. Gandalf fait effectivement penser à Dumbledore. Sam Gamgee fait évidemment penser à Ronald Weasley. On pourrait presque aller plus loin, dire les Nazgûl, c'est un peu les détraqueurs. Il y a plein de petits éléments comme ça il y a des connexions entre les univers. Après, est-ce que c'est un copier-coller ? Je dirais que non, mais comme Harry Potter n'est pas un copier-coller de Star Wars, n'est pas un copier-coller d'Hunger Games, il y a des inspirations, mais après, il y a assez d'originalité, et en tout cas, c'est assez mélangé pour créer un univers original, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Hein. Chaque grand auteur, et même des petits auteurs-autrices, s'inspirent d'auteurs et d'autrices qui les admirent, en fait. Et je pense que même dans la musique, dans tout art, on n'y peut rien. On est inspiré naturellement par ce qui nous entoure. Donc, ça me choque pas plus que ça. Non. Je pense pas que c'est un plagiat ou un copier-coller. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est sûr, il y a plein de similitudes, sûrement des similitudes avec Star Wars, mais que je maîtrise pas trop pour le coup. Mais c'est vrai qu'entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, il y a plein de liens et on peut en trouver dans tous les petits détails. Mais après, ouais, c'est comme tu disais, Jérémy. C'est le parcours du héros. C'est assez classique quand même. Ouais, c'est un grand idées, classique. Voilà, le grand sage qui va aider le héros à traverser les épreuves. Le héros, forcément, il est toujours accompagné de quelqu'un parce que ce serait très triste qu'il soit tout seul aussi, je pense,
sur ses aventures. Donc après, oui, il y a des inspirations, mais l'univers reste quand même assez différent, le format aussi. Enfin, là, il y a eu 7 livres. Le Seigneur des Anneaux, enfin, l'histoire principale, c'est que 3 livres. Et du coup, enfin, c'est pas le même format, c'est pas le même univers et tout. Après, oui, toutes les créatures magiques qui sont mentionnées, on peut les retrouver dans les 2 univers, les elfes, mais par exemple, mais qui sont pas du tout considérés de la même manière dans Harry Potter. Les trolls, enfin, il y a tout qu'on peut retrouver. Mais bon, après, ça reste l'univers fantastique au final qui reprend les mêmes schémas aussi. Hein, Oui, dans chaque voilà. Et puis univers, il y a des après, schémas. c'est ça. Et puis si elle s'est inspirée du Seigneur des Anneaux, bah tant mieux parce que c'est aussi une très belle saga. Donc voilà, ça ne rend Harry Potter que mieux du coup derrière. Ouais, effectivement, je pense que si on dit à JK, ouais, quand même, les Horcruxes, c'est quand même vachement pompé sur les anneaux, je pense qu'elle est très heureuse qu'on fasse cette. Je pense pas qu'elle s'en cache du tout. Et le fait que des éléments peuvent se recouper entre les deux sagas, c'est pas forcément la preuve qu'une saga copie sur l'autre. Et en l'occurrence, Harry Potter copie sur Tolkien parce qu'elle arrive après. Je pense pas, je pense que c'est juste une inspiration. Après, tout dépend de où on place le curseur, mais quand même, pour accuser de copier-coller ou de plagiat, il faut vraiment que ça soit exactement la même histoire. Enfin, Parce que même si elle s'en est fortement inspirée, elle a construit tout un monde autour de ça. Elle a créé Poudlard, elle a créé la vie quotidienne des sorciers, une monnaie, tout un vocabulaire. Il y a un énorme En fait, je trouve que copier-coller, ça serait enlever toute sa créativité qu'elle a mis à côté, en fait, tout l'univers qu'elle a créé à côté. Alors que le monde du Seigneur des Anneaux n'a rien à voir avec le monde d'Harry Potter. Justement, ce qui est intéressant sur les exemples que je donnais, par exemple sur les personnages, je trouve que effectivement, c'est difficile de ne pas penser à Gandalf quand on voit Dumbledore, mais Dumbledore est assez différent, a suffisamment de particularités pour que les deux personnages soient bien distincts néanmoins. Pareil pour Sam Gamgee et Ronald Weasley, même si on peut y voir des similitudes, les deux personnages ont leurs différences, clairement. Et c'est là où on reconnaît, on peut peut-être définir une inspiration d'un plagiat. S'inspirer de quelque chose et de le copier, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que J.K. Rowling s'est inspirée d'un certain nombre de modèles et elle s'en cache pas. Le Seigneur des Anneaux en fait largement partie, ça c'est sûr. Mais c'est pas, pour moi, elle reproduit pas ce que Tolkien a déjà créé. C'est-à-dire que, et effectivement, la création, de toute façon, ce n'est que du recyclage perpétuel. On ne crée pas à partir de rien. Tout se transforme, comme on dit, mais c'est ça dans la création artistique aussi. Bon, cette volière aura donné lieu à de sacrés débats quand même. J'ai le cerveau en feu. Et sur ce, on va conclure cette volière. Pour candidater à cette rubrique, on attend vos hiboux de préférence sonore, vous le savez bien, puisqu'on aime bien entendre vos petites voix. Mais vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal d'1 minute environ, soit par message sur Instagram, Facebook ou X, ou bien en pièce jointe par email si vous préférez. Tous les liens utiles sont en description. On vous invite à y jeter un coup d'œil si besoin. Si ça fait 2-3 mois que vous nous avez envoyé votre message, n'hésitez pas à nous recontacter, ça sera peut-être pour cette fois-ci. Alors forcément, on ne peut pas garder tous les messages pour le podcast, c'est pourquoi j'en diffuse parfois quelques-uns en stream sur Twitch. Là aussi, il y a le lien de la chaîne en description pour avoir accès au programme. En général, c'est le dimanche soir et les replays sont disponibles sur YouTube. Gros cœur à ceux qui suivent le stream 9-3 d'ailleurs. Et au sub, vous êtes les best, la famille, tu connais. Vous pouvez aussi soutenir notre projet sur Patreon. On embrasse tous les généreux patronus qui ont rejoint la page. Pour 4 galions par mois, vous accédez au podcast en avant-première et vous avez également accès aux after-shows qu'on enregistre avec nos invités après l'enregistrement. Le tout est accessible depuis l'appli d'écoute que vous préférez utiliser, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou autre. Pour l'after show d'aujourd'hui, on va prolonger notre discussion sur les dragons avec Tiffany. Je pense que ça va être bien sympa. Donc si vous pouvez et souhaitez nous aider, Patreon est un bon moyen de le faire. Un autre moyen de nous soutenir gratuitement, parce que c'est évidemment possible, c'est de nous laisser des étoiles et des commentaires en fonction de l'appli que vous utilisez. Rejoignez bien sûr nos réseaux sociaux pour garder le contact entre la sortie des épisodes et notamment Discord, où vous pouvez parler d'Harry Potter et autres avec la commu. On a récemment franchi la barre des 2000 membres sur le serveur, c'est incroyable, merci à tous. Et si ça vous dit de venir participer à un futur podcast en tant qu'invité,
C'est depuis là-bas que les candidatures se déroulent et d'ailleurs les enregistrements aussi. Là, en ce moment, on est sur Discord. Toutes les infos sont à retrouver dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un peu d'aide, bien entendu. Si ça fait pas mal de temps que vous nous avez contactés, on vous invite à nous relancer parce que parfois, les anciennes candidatures peuvent se perdre dans le flux. Et comme ça, on saura que vous êtes toujours présents et motivés. Et puis pour ceux qui se lanceraient, sachez que parfois, ça peut aller très vite, notamment quand on fait appel à une ancienne candidature qui n'aboutit pas forcément. Donc lancez-vous et venez partager un bon petit moment en podcast avec nous. Bon, Tiffany, c'est ce que tu as fait. Je crois d'ailleurs tu avais candidaté, j'ai regardé, en novembre 2021. Puis tu nous as relancé il n'y a pas très longtemps et donc des années-lumière plus tard, te voilà parmi nous, comme quoi c'est possible. Nous sommes pour ceux qui écoutent bien plus tard, nous sommes en février 2024. Voilà. Bon, on espère que tu as apprécié passer ce moment avec nous et que toute cette attente valait le coup. Oui, non, j'étais très contente de pouvoir participer. Donc, merci beaucoup de m'avoir recontacté après toutes ces années. J'espère que tu n'as pas ressenti l'appréhension comme Harry avec la première tâche. Le stress. Non, ça va. Mais j'y ai pensé quand même. Je me suis dit, ça y est, mon heure de gloire arrive. Bon, l'avantage, c'est que tu as eu 3 ans pour te préparer. C'est pas mal. J'étais prête. J'étais prête à toutes les questions. C'est pas tout posé, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous dit, là, c'est vrai que là, c'est assez exceptionnel, bien que ça arrive. 3 ans d'attente, j'avoue. Mais voilà, dites-vous, si vous candidatez maintenant, vous n'allez pas forcément attendre 3 ans non, c'est quand même assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Mais c'est pour ça, notamment, néanmoins, si ça fait par exemple 3 ans que vous nous avez contacté, parce que Tiffany, t'es pas la seule, je crois, et ben n'hésitez pas à nous relancer parce que sinon, vous risquez, voilà, votre candidature risque d'être perdue, malheureusement, parce qu'on en a reçu pas mal. Donc n'hésitez pas à le faire, ouais. Avant de raccrocher, on n'oublie pas de citer les tipeurs du moment de cet enregistrement. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Kadi, Julien Bédé, Lucie, Oki Pims, Bispac, Dispirit, Sophie, Kimidoc, Christelle, Aurélien, Kali, James, Pamela et Chloé. Tipeee, c'est un autre moyen de soutenir le podcast et la page est toujours disponible d'ailleurs si vous souhaitez rejoindre cette belle liste d'auditeurs et auditrices. Quant à nous, on se retrouve pour la suite de notre relecture. La prochaine émission sera consacrée au chapitre 20 de la Coupe de Feu et qui a pour titre La première tâche. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.